Bonjour Michel, bienvenue pour cette conf, merci d'être avec nous. On va du coup faire une conférence aujourd'hui sur le thème de filmer la vitesse, entre guillemets, filmer l'automobile. On va voir comment on en parle et pourquoi, quel terme on utilise spécifiquement. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur nous, sur vous, sur votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à faire autant à autant filmer la vitesse en fait? Sur vous, je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant. Non. On verra à la fin de la conférence. Sur moi, je peux vous dire que j'ai fait Louis Lumière en 75, 76. À l'époque, c'était un BTS. Ça a été une période formidable pour moi parce que j'étais le plus âgé à cette époque-là de la promotion. J'avais déjà 25 ans. Et j'en ai vraiment profité. J'ai adoré Louis Lumière et j'ai beaucoup aimé les profs qu'on avait. Et je trouve que c'est une parenthèse avant de rentrer dans le métier formidable, cette école, parce que, comme toutes les écoles d'ailleurs, ça laisse le droit à l'erreur. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir patouiller tout ça, comme quand on commence la peinture ou une activité et technique et artistique. On a le droit de se tromper, parce qu'après, on n'a plus beaucoup le droit de se tromper. C'est un métier qui coûte cher à fabriquer, un film, ou quoi que ce soit d'ailleurs, et l'erreur est très mal perçue. Donc, après Louis Lumière, j'ai eu la chance de rencontrer un directeur photo français qui s'appelait Jean Bofti, et qui était quelqu'un aussi qui avait fait Louis Lumière en 1945. Et qui était à l'époque considéré comme parmi les très bons opérateurs français. C'était quelqu'un d'assez éclectique aussi. Il était assez courageux. Bon, il venait après la nouvelle vague, mais il était assez courageux. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui pouvait, quand il faisait une comédie, éclairer beaucoup, et plutôt pas beau, mais ce n'était pas nécessairement lui, c'était le style de l'époque et les lampes qu'on utilisait à l'époque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des mini-broutes, vous en avez peut-être vu, je ne sais plus si ça existe, mais c'est des espèces de lampes en batterie, 4, 8, 12, voire 16, et qui crachaient beaucoup. Et que certains opérateurs mettaient à la face. Donc ça faisait une lumière absolument épouvantable, c'était écrasé. Mais à la différence, c'est que Jean était capable de faire, je ne sais pas, récemment, il y a un mauvais fils qui est repassé, et on voit que c'est un film en studio, de manière générale, comme tous les films de Sautet, et on voit que Jean avait une maîtrise des basses lumières assez culottée pour l'époque. J'imagine que vous connaissez bien la différence entre le 35 et le numérique. Le 35, quand vous êtes en pied de courbe ou en bas de courbe, vous avez une chute vertigineuse. Et quand vous n'avez plus d'informations, vous n'avez plus d'informations. C'est fini, vous ne pouvez rien récupérer. Et ça, c'est à un demi-diaph près, je dirais, ou un diaph près à tout casser. Et Jean prenait des risques insensés. Et quand un opérateur prend des risques, en général, c'est toujours payant. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est beaucoup plus difficile de prendre des risques. On peut faire une très belle image, mais je pense que c'est plus difficile de prendre des risques. J'ai commencé à travailler avec Jean pendant quelques années, et puis, pour toutes sortes de raisons qui seraient trop longues à expliquer, je me suis retrouvé un peu par hasard sur une pub. Euh, avec un opérateur italien qui s'appelle Pasqualino De Santis, qui avait fait des films, j'espère que vous les connaissez, Mort à Venise, Le Christ s'est arrêté à Oboli, Carmen, Portrait de groupe avec femme, très grand opérateur italien. Il a eu un Oscar pour Roméo et Juliette en 1969. Et c'était une pub pour des modèles, une marque de voitures en maquette qui s'appelait LR. Voilà. Et en fait, on devait filmer des avions, des voitures. Et on s'est très bien entendu avec Pasqualino, qui n'était pas du tout dans ce registre-là, mais pas du tout. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, son premier assistant opérateur avec qui il travaillait depuis des années, l'a quitté. J'ai embrayé, il m'a proposé, et j'ai embrayé avec lui plusieurs longs métrages, des pubs, mais plusieurs longs métrages.
Et je peux dire qu'avec Pasqualino, j'ai appris mon métier. J'ai vu travailler une très grande équipe. C'est là où je me suis rendu compte qu'un opérateur, ce n'est pas un opérateur tout seul, c'est un opérateur quand il est accompagné, et accompagné de grands techniciens et de techniciens dévoués à la cause du film. Pasqualino avait une équipe incroyable. Donc j'ai fait plusieurs films avec Pasqualino. Et après, je suis un peu parti en pub et j'ai rencontré Jerry Fisher, avec qui j'avais fait une deuxième équipe sur Monsieur Klein. Et avec Jerry, on a fait plusieurs fois le tour du monde. C'est un espèce de grand directeur photo baroudeur. C'était assez passionnant. Voilà. Et donc, tout ça a fait que je ne suis pas resté, dès mon début de carrière en tant qu'assistant, je ne suis pas resté dans un mood français. C'est-à-dire que je ne suis pas resté dans l'Hexagone. J'ai beaucoup voyagé tout de suite, fait des films internationaux. Et c'était un peu moins fréquent qu'aujourd'hui à l'époque. Parce qu'à l'époque, on était encore dans une époque où quand les Anglais venaient par exemple travailler en France, où les Américains, ils amenaient la totalité de leur équipe. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout confiance dans ce qu'ils allaient trouver. Ils avaient leur culture professionnelle, ils ne voulaient pas en changer, ils ne voulaient pas découvrir des gens nouveaux. Avec Pasqualino, c'était différent parce que les Italiens, ils n'avaient pas les moyens d'amener leur personnel. Et puis, on est quand même plus proche d'eux. Et Jerry, c'était différent. Jerry, il s'en foutait. Ce qu'il voulait, c'est apprendre le français. Donc, Jerry, il était enchanté quand on lui donnait des gens dans les pays où il arrivait, de préférence des gens qui ne parlaient pas anglais. Il aimait bien se démerder. Il aimait bien être piégé, trouver toujours des solutions. C'est un immense opérateur, Jerry Fisher. Ça, il vient de mourir, donc ça m'a fait beaucoup de peine l'année dernière. Et voilà, c'est très formateur de travailler avec des gens comme ça. C'est très important d'avoir des maîtres. Je vous écoute, Thomas. Non, comment est-ce que du coup enfin, peut-être, je sais pas, en fait, peut-être qu'on peut tout de suite lancer l'extrait de la pub Peugeot. Et d'ailleurs, avant qu'on lance l'extrait, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme d'habitude, ou même à poser vos questions avec la caméra. Allez-y, hein, les participants. Salut Dominique, je n'ai pas vu que tu étais là. Dominique, c'est un ami directeur photo aussi. Donc, vous avez déjà 3 directeurs photo là, de métier dans la conférence. Dominique, tu peux intervenir. Hein. Ouais. Oui, j'interviens. Attends, je veux bien te voir aussi, ce serait pas hasard. Salut Dominique. Tu l'as en vrai. Voilà, il y a Sacha qui est là aussi. On va commencer à être entre amis, on va finir par un apéro. On peut lancer l'extrait, Laurent. Lançons l'extrait. Ma mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. Commentaire?
Je vous écoute. Non, bah, déjà, enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est une pub réalisée par Gérard Pires, je crois, autour de 1987. C'est pas facile toujours à dater, mais Ah, c'est si, à peu si. près cette période-là. Non, déjà, on se demandait un peu comment il pouvait y avoir un travail de découpage et de préparation sur celui-là et quelle liberté vous aviez en tant qu'opérateur, en tant que metteur en scène pour essayer de s'éclater un peu, parce que c'est un peu ça aussi cette pub. Vous nous racontiez tout à l'heure que on pouvait faire des trucs qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, tourner avec le bombardier en direct comme ça. Ben, Euh, ce que je vous disais tout à l'heure, Thomas, c'est que il faut comprendre qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux à cette époque-là, qu'il n'y avait pas d'SFX et qu'il n'y avait pas d'image de synthèse. Donc oui, non, bien sûr. tout ce que vous voyez, c'est fait en vrai. Avec les dangers que ça comporte, ce que je vous disais aussi, c'est que sur le tremplin d'Innsbruck, on avait eu 4 blessés, 4 cascadeurs qui ont pris tour à tour place dans la voiture pour sauter sur le plus haut tremplin du monde. Et pour sauter vraiment. Donc c'était quand même un truc incroyable. Michel et le deuxième fils de Rémi ont été blessés, pas gravement, hein, mais ils ont été blessés. Dominique un peu plus que Michel, et puis les deux autres cascadeurs aussi. C'était un choc sérieux d'arriver en bas. Je vais être honnête avec vous. C'est une pub comme ça, c'est que technique. C'est que technique. Or, Gérard Pires est un très grand technicien. C'est quelqu'un qui voue un culte à la vitesse. Et la marge que vous avez en tant que directeur photo est très très limitée, d'autant plus qu'il y a énormément de caméras. Sur le tremplin d'Innsbruck, on avait 9 caméras. Et qu'à la dernière minute, au moment du saut, on a eu un problème de Toki. Donc, c'est-à-dire qu'on avait très mauvaise communication. Donc, vous imaginez un peu la tension. Bon, ce qu'on peut dire que 9 caméras aujourd'hui, c'est bon voilà, sur Michel Vaillant, il y en a eu 12 à un moment donné. Bon, c'est la loi du genre. On utilise beaucoup de caméras pour éviter de refaire les séquences qui sont très dangereuses ou pour éviter de refaire des séquences qui ne sont pas filmables 2 fois. La course des 24 heures du Mans, il passe. Il repasse une deuxième fois, mais vous pouvez pas, s'il y a un incident ou s'il y a quelque chose, vous pouvez pas le refaire. Donc, ça demande d'avoir des multicaméras. Je vais un peu vous surprendre. Cette pub est ma première pub. C'est-à-dire que pour être directeur photo dans la vie, il faut avoir aussi un peu de chance. Et il s'est trouvé que j'avais préparé la pub pendant à peu près un mois avec la maison de production et Gérard, parce que c'était Jerry Fisher, le directeur photo. Et donc, il ne pouvait pas être là. Il terminait un long métrage. Et donc, j'ai fait la préparation. Et il est arrivé ce qui est arrivé, à savoir que Jerry, ils ont eu un problème d'acteur, ils n'ont pas terminé le long métrage. Donc, Jerry n'a pas pu venir faire la pub. On ne pouvait pas envisager c'était un film soit avec Lozé, soit avec Houston, c'était un gros machin. Il ne pouvait pas envisager de partir pour aller faire une pub, c'était impensable. Et quand Pires lui a dit qu'est-ce que je fais, et il lui a dit prends Michel. Briefer un nouvel opérateur sur un truc aussi technique, je pense que ça n'aurait pas été difficile, mais ça aurait déstabilisé pas mal de choses. On avait travaillé avec les cascadeurs, on avait fait tous les repérages. Je n'avais pas quitté Gérard pendant pratiquement un mois. Quand on y réfléchit, ça aurait été aberrant de prendre quelqu'un d'autre, mais quand on pense au budget de la pub, à la réaction des agences, c'était Havas et des gens d'agence et du client Peugeot, ça a été un tollé, il a fallu les convaincre. Et la maison de production les a convaincus. Pour moi, ça a été une pression immense parce que j'avais à gérer un budget absolument énorme, à la responsabilité de l'image, alors que, bon, le film étant pratiquement tourné tout le temps en extérieur, il n'y avait pas un risque immense. Sauf que tourner en 35 sur de la neige, une voiture rouge, en termes de contraste, de sensitométrie, ce n'est pas évident du tout. C'est même très complexe. Et on n'avait pas la latitude en
en télécinéma qu'on a aujourd'hui avec le numérique. Dis-moi, Dominique, si je me trompe, la latitude en haut de courbe, ça devait être 2 diaphes pour avoir encore des détails dans le ciel ou dans la neige. Et en bas, ça devait être 1,5, 2. Je ne m'en rappelle plus. Très sincèrement, je ne m'en rappelle plus. Surtout avec les émulsions qu'il y avait à ce moment-là, qui n'étaient pas les dernières émulsions, qui étaient encore des Ah oui, oui, non, émulsions. non, on l'a fait en 100 hasard, hein, il me semble. Ouais. C'était la 47. Et au niveau du télécinéma, il n'y avait pas beaucoup de liberté. Non, il n'y avait pas de liberté. Très rustique, très rustique. Oui, comparé à aujourd'hui, c'est extrêmement rustique. Mais en fait, c'est ça qui vous formait au métier de chef opérateur. C'est-à-dire qu'on prenait quand même des risques insensés. Et je dois dire qu'on a envoyé la pellicule, pour vous dire toute la vérité, on a envoyé la pellicule, on tournait dans l'Alberta, on a envoyé la pellicule à Toronto, au labo à Toronto. Et comme ils ne me connaissaient pas, et comme par contre j'ai fait l'erreur de ne pas aller au labo et de ne pas avoir fait des tests avec eux parce que je n'ai pas eu le temps, on leur a envoyé la première semaine de rush un vendredi, ils ont développé ça pendant le week-end, ils n'ont pas étalonné, ils ont rebalancé ça et on a été voir ça dans une salle de cinéma en Alberta et j'étais surexposé de 3 ou 4 diaphes. Donc il y a eu une réunion pour savoir si on me virait ou pas. Ça en était là, quoi. C'était extrêmement tendu. Je crois que mes cheveux blancs datent de l'époque. Hein. J'ai demandé une faveur exceptionnelle, c'est d'aller au labo, de voyager le soir et de faire l'étalonnage dans la nuit et de revenir le matin. Ils me l'ont accordé, je suis revenu avec les rushs et les rushs étaient bien. Donc j'ai sauvé ma peau comme ça, mais sinon ils m'auraient viré, ils auraient pris un opérateur canadien. Voilà. Ça fait aussi partie de notre travail et des tensions dans le travail. C'est-à-dire que ce n'était pas une question de personnes, c'était une question de résultats. Or, comme on était dans un désert de neige dans l'Alberta au mois de janvier, il n'y avait pas vraiment où aller. On a trouvé une salle de cinéma merdique et il a fallu faire avec. Mais pour moi, c'est un souvenir assez douloureux, je dirais, professionnellement, parce que je ne me suis pas amusé. Je ne me suis jamais amusé. Or, ce qui est très important dans ce métier, c'est qu'il faut toujours avoir envie de se faire plaisir aussi. Et là les tensions et les enjeux étaient tels que je ne me suis pas amusé. Mais ce qui est intéressant à voir dans cette pub, c'est que là, on est arrivé au paroxysme. Avec ce genre de pub, à cette époque-là, on est arrivé au paroxysme. Après, ça ne pouvait que baisser. On avait été tellement haut dans les budgets, dans les cascades, dans les risques, dans la manière de travailler. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut penser qu'il n'y avait non seulement pas d'image de synthèse ni de SFX, mais il n'y avait pas de drone non plus. Et vous imaginez aujourd'hui avec un drone ce qu'on pourrait faire sur une pub comme ça. Donc c'était que hélicoptère, entre autres le lâcher de la voiture. On l'a lâché à 6000 mètres d'altitude avec un gros hélicoptère Sikorsky. Et on avait 2 hélicoptères qui filmaient en rond la voiture qui descendait. Techniquement, il fallait amener une grue énorme pour pouvoir après faire le lâcher de voiture. Chaque plan était un casse-tête. Chaque plan était quelque chose d'extrêmement complexe. Bon, c'est vrai que l'image de synthèse nous a beaucoup soulagés. Au départ, elle n'était pas terrible, l'image de synthèse. Aujourd'hui, avec le travail sur les jeux vidéo, ça devient un truc incroyable. On a des points de vue qui étaient absolument impossibles à l'époque. Et du coup, un tournage comme celui de cette pub, ça a pu durer combien de temps? Enfin, pour vous, vraiment en prod? On a travaillé 5 semaines. Ok, ouais, carrément. 5 semaines. Il y a eu une interruption pour le voyage entre l'Alberta et Innsbruck en Autriche. Et en Autriche, on a préparé 4 jours et on a tourné une journée. Voilà. Okay. Et du coup, comment est-ce que ça peut être intéressant, hein. Pardon? Il faut dire que il faut dire qu'aussi, cette pub, elle a eu une force énorme parce que l'image était une vraie image. Et si on veut, c'était le fait que ce soit du live, ça donnait une espèce de force
qu'on n'a plus vraiment, parce que comme tout est possible, là, chaque plan est un challenge quand même. Balancer une voiture d'après un avion militaire, c'est quand même, et arriver à le suivre, c'est enfin, bon, c'est un enchaînement de prouesses. Ce que je disais à Thomas tout à l'heure, c'est que une des grandes prouesses de cette publicité, c'est le C-130, l'avion gros porteur américain, qui était à 3 mètres de nous. C'est-à-dire qu'il était tellement bas que les gens du son s'étaient mis sur un praticable pour ne pas être trop proche du sol et pour avoir un son plus pur. Et ils ont mis des antennes, et l'avion a touché les antennes. C'est-à-dire, vous imaginez, ils étaient sur un praticable de 1,50 m, je pense, 1,20 m, et ils étaient assis, mais ils avaient mis des antennes. Et l'avion a touché les antennes. Michel, qui était dans la voiture, le cascadeur Michel Julien, à un moment donné, il m'a dit, j'ai regardé dans le rétroviseur, c'était tellement effrayant que j'ai tourné le rétroviseur pour plus voir l'avion qui arrivait. C'est quand même, c'est un événement, quoi. Cet avion, s'il avait eu le moindre problème, ce que je disais tout à l'heure à Thomas, il ne pouvait pas se poser puisqu'on était sur un lac de glace. Et l'avion est tellement lourd qu'il aurait cassé la glace. Donc vous imaginez le désastre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un truc comme ça, c'est impensable. C'est impensable. Et on était tellement contents à la fin de la journée qu'on a même demandé à l'avion de repasser au-dessus de nous pour faire une photo d'équipe. C'est-à-dire qu'on s'est tous mis face au photographe. L'avion est arrivé derrière nous et on a une photo d'équipe où on a, j'aurais dû vous l'amener d'ailleurs, où on a l'équipe et l'avion qui est au-dessus de nous. C'est assez incroyable. Bon, voilà, c'est une époque, ça correspond à une époque. Je ne sais plus aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne fais plus de pub, je ne sais plus aujourd'hui si on pourrait encore faire des choses comme ça. Sacha, qu'est-ce que tu en penses? Il est où, Sacha? Non, mais c'est sûr qu'à l'époque, ces films aussi, le fait que ce soit tout en live, c'était des événements télévisuels aussi. Ça avait un impact hyper fort du fait que ce soit tout en réel et que ce soit vécu assez intensivement. Aujourd'hui, je pense qu'on peut encore faire ce genre de pub, mais avec énormément d'effets spéciaux et de manière beaucoup plus simple. L'avion serait incrusté. Bien sûr. Sur fond vert. Enfin. La voiture qui arrive en parachute, ce serait des images de synthèse. Les bombes qui descendent dans le bombardement, ce serait des images de synthèse. La voiture qui saute, ce serait fait en SFX en partie, en images de synthèse aussi. Enfin bon, voilà, il n'y aurait plus grand-chose de réel aujourd'hui. Oui, mais du coup, ça donnerait une tension quand même pas à la hauteur. Et c'est des images qu'on a déjà beaucoup vues. À l'époque, c'était chaque fois des premières et c'était des événements quand même, je pense. La tension dans ce film, avec le recul, j'ai beaucoup travaillé avec lui, elle est aussi donnée par Gérard Pires, elle est donnée par le réalisateur. C'est-à-dire que Gérard est un tel perfectionniste et il ne fait aucune concession sur la vitesse et sur la manière de faire les plans. Aucune concession, quel que soit le prix à payer. L'accident de taxi, c'était sur le 1 ou le 2 ? Le 2. Le 2, hein, oui, c'était pas Gérard, donc c'était un autre Gérard, c'était Gérard Kravzi qui était réalisateur à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand Besson a choisi Gérard Pires pour Taxi, c'était un très bon choix parce qu'il a donné une dimension extrêmement spectaculaire au premier Taxi. C'est quelqu'un qui connaît bien son métier et qui est lui-même un excellent pilote de rallye et un formidable pilote d'hélicoptère. Donc, Gérard, c'est quelqu'un qui maîtrise la technique. Il a des fois des doses d'inconscience, et encore, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la vie, mais c'est un excellent motard, c'est un formidable pilote automobile, et j'ai fait beaucoup d'hélicoptères avec lui. On se fait des peurs blanches avec lui, mais c'est quelqu'un qui tient à ce que les choses soient faites réellement pour que, dit-il, le spectateur puisse le ressentir. Et c'est ça, pour en revenir au sujet de la conférence, c'est ça, je pense, qui fait qu'on ressent les choses avec beaucoup plus de force et qu'on a cette impression.
l'impression de vitesse, si, on l'a de temps en temps avec les plans de voiture, mais et encore, comme on était dans la neige, on travaillait beaucoup en longue focale. Or, on sait qu'en longue focale, on a une impression d'écrasement beaucoup plus grande et ce qui fait que la vitesse, on ne la ressent pas énormément. Vous avez un très bon exemple, c'est le plan du chameau qui arrive dans Laurence d'Arabie. Il est fait au 2000, on a l'impression que le chameau avance pas, quoi. Et en fait, c'est un tout petit point au début du plan, et il arrive, le chameau est immense, mais c'est un plan qui dure 2 minutes. Et plus on est en focale courte et basse, et plus on a cette impression de défilement, et même si on ne va pas trop vite, on a une impression de vitesse. Et ça, Gérard, c'est des choses qu'il connaît très très bien. Techniquement, c'est un… Et bizarrement, Gérard a fait énormément de comédie, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécialiste dans les films d'action, il a commencé par plein de films de comédie. Mais de par sa passion des voitures et des avions, il n'aime pas les bateaux, une chance. On arrive à faire avec lui des choses extrêmement intéressantes au niveau des prises de vue et du ressenti. Mais cette approche du risque, cette tension qu'il y a en permanence du coup sur le tournage de la pub, est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde en production, mais dont on sait quand même que le résultat sera à la hauteur de ce qu'on fait, ou parce que même cette histoire du bombardier qui touche les antennes, ça fait presque par moment risque pas calculé. Donc à quel moment est-ce qu'il y a une unité de tournage? Non, c'était un risque très calculé parce que le pilote était exceptionnel. Mais le problème, c'est qu'ils se prennent toujours au jeu, les gens. C'est-à-dire que le pilote, ça l'a tellement amusé. Au début, il nous a dit j'arriverai à 10 mètres, etc. Puis il a fait plusieurs passages et à chaque passage, il redescendait plus bas. Les gens se prennent au jeu. Moi, j'ai fait une pub dans les Alpes, sur une route de montagne. Et moi-même, je demandais au cascadeur j'avais mis une focale très courte et j'avais besoin d'un dérapage contrôlé devant la caméra de la voiture, et je n'arrêtais pas de demander au cascadeur plus près, parce que je n'avais pas l'impression qu'il était prêt. J'étais au 9-8. J'étais avec une focale extrêmement large. Et est arrivé ce qui est arrivé, c'est que le cascadeur a sauté une vitesse et il est rentré dans la caméra. Donc, moi, je me suis retrouvé à l'hosto. J'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai que les risques, on les prend de moins en moins. Les gens, enfin, il y a les assurances maintenant. On a la crise sanitaire qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre. Plus personne ne veut prendre le moindre risque. Or, nous, on fait un métier quand même où il y a une partie de risque. On n'a pas trop de choix. C'est-à-dire que si on commence à discuter sur chaque plan, je dirais, il y a beaucoup de métiers où les gens prennent beaucoup de risques. Les plongeurs, les gens qui travaillent à faire des soudures sous l'eau, les pilotes. Enfin, je sais pas, il y a énormément. Voilà, ça fait partie du métier. Mais quand on aime bien ça, c'est de l'adrénaline aussi. C'est extrêmement valorisant et agréable de sortir de plans pareils. C'est euphorisant, objectivement. Ah, bien sûr. Peut-être Si je qu'on peux peut… intervenir, Oui. c'était pas du tout de l'inconscience. Je pense que ça a toujours été un vrai calcul de prise de risque sur chaque plan, j'imagine, dans votre préparation. C'était tout le temps de calculer justement la faisabilité du plan. C'était pas le principe de Oui. prendre des risques inconsidérés, mais c'était toujours d'être à la limite. Et puis l'adrénaline fait effectivement qu'on a envie d'en faire plus, d'avoir de plus belles images. Et quand on est derrière la caméra, souvent on a envie un peu de se rapprocher. Et puis tout était, on faisait tout comme on faisait tout en vrai. Toutes les prises d'hélicoptère, c'est sûr qu'on est à la caméra dans un hélico, on sent pas tout le périmètre autour. On est à la caméra, on a envie de faire des beaux plans. Donc fatalement, on a toujours tendance à s'approcher, mais c'est très important. C'est pas de l'inconscience. C'est très important ce que dit Sacha, parce que quand on cadre, j'imagine que tout le monde a déjà cadré ici, quand on cadre, on est dans une bulle. C'est-à-dire que des fois, j'ouvre l'œil gauche. Enfin, j'ouvrais parce que maintenant il y a la vidéo, mais j'essaie toujours de cadrer au viseur. J'ouvrais l'œil gauche pour avoir une vue de ce qui se passait sur le plateau. Mais quand vous êtes vraiment dans le cœur de l'action, quand vous avez, en l'occurrence, une cascade qui arrive sur vous et vous êtes complètement concentré, vous ne pouvez pas voir que vous êtes en danger. Alors, ça a été tellement vite que les machinistes n'ont même pas pu me tirer, parce que j'avais un machiniste à droite, un machiniste à gauche, bien évidemment, pour me sortir en cas de pépin. Mais ils n'ont pas eu le temps.
La chance, c'est que je travaillais avec une caméra haute vitesse de chez Panavision et que les Américains font en sorte qu'en cas de choc, le viseur puisse se casser en trois. Donc, ça m'a abîmé le visage pas mal, mais si ça avait été une caméra Arri, j'aurais reçu le viseur dans l'œil, il serait rentré profondément. Donc là, j'aurais été beaucoup plus mal. J'ai eu de la chance, c'était une Panavision. Je m'en suis bien sorti. Mais j'ai toujours, on a eu avec Gérard, on a eu 2 accidents d'hélicoptère aussi qui se sont correctement terminés. Je sais pas, j'ai toujours considéré que le risque, ça faisait partie du métier. Il fallait le calculer, mais que dire, je vais faire ce métier sans prendre aucun risque, je ne sais pas si c'est possible. Même aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible. Non, même aujourd'hui, mais la différence, c'est que maintenant, avant, on montait sur les grues, maintenant, c'est des grues remote. Avant, on montait dans les hélicos, maintenant, on fait tout au drone. Bon, les drones, on en casse quand même régulièrement. Ouais. Donc, c'est une différence notable. Et puis, on accroche les accroches de caméras sur les voitures, sur les caméras sont plus petites, plus légères. On ne doit pas tout le temps, on peut sur les cadres en remote. Donc, tout ça fait que la prise de risque, elle est mise Bien à un sûr. autre endroit. Je me rappelle, elle reste présente. C'est vrai, Gérard Pires, il mettait Bernard Noisette, le cadreur, il le mettait accroché avec des cordes sur l'avant de la voiture, ou Jean-Pierre Masse, le chef machiniste, lui faisait un déport sur le côté à 3 cm du sol, et il cadrait avec la roue dans le champ, et il cadrait la voiture qu'on poursuivait. Ça paraît absurde aujourd'hui, les risques qu'on a fait prendre aux cadreurs à l'époque, mais on n'avait pas toute cette technologie qui est arrivée après, les petites caméras, les barres d'aluminium extra légères, les mécanos pour mettre toutes ces barres sur les voitures. On partait des fois sur Michel Vaillant avec une voiture, il y avait 4-5 caméras dessus en remote. C'est incroyable les progrès qu'on a fait. Et puis aujourd'hui, avec l'image de synthèse, on n'a presque plus besoin de ça, puisqu'on peut refaire sans caméra les images. Donc, ça va loin. Mais justement, la transition est pas mal, puisqu'on voulait ensuite passer à Michel Vaillant pour continuer dans l'ordre chronologique. Donc, si j'ai bien compris, vous avez fait quelques pubs avec Louis-Pascal Couvelaire. Quelques-unes, oui. Enfin, quelques-unes. Je vais pas en faire 300, mais bon. Et puis, un premier long métrage avec lui, Sueur. Ouais. Et ensuite, vous avez travaillé ensemble sur Michel Vaillant, sur du coup ce film où vous avez, en 2002-2003, vous avez tourné en direct pendant les 24 heures du Mans, histoire d'avoir vraiment toute l'ambiance du circuit, de toute la course en live, et ensuite tourner des séquences supplémentaires. Oui, bien sûr, on a tourné en direct au départ, et on a tourné en partie pendant la course pour avoir des points de vue. Ensuite, on a refait la course avec une douzaine de voitures, une fois en septembre, quand on était tranquille sur le circuit du Mans. Maintenant, c'était plus, je pense, Besson donnait le départ des 24 heures du Mans, c'était plus promotionnel pour annoncer le film qu'on en avait vraiment besoin, parce que mettre des voitures jeux dans une vraie course, c'est absurde, parce que les voitures qu'on avait fabriquées pour Michel Vaillant, les 2 voitures, elles ne faisaient pas le poids par rapport aux voitures des 24 heures du Mans. Donc, voilà, il ne fallait pas qu'on voit qu'elles soient à la traîne non plus. Donc, on les a mis au départ, on a fait un espèce de départ avec les voitures. Et puis après, on a tout recommencé. Je ne sais pas si on a vraiment utilisé beaucoup des plans qu'on a filmés pendant les vraies 24 heures du Mans. Je ne me rappelle pas. Mais on a quand même fait 35 000 mètres de pellicule pendant la course. Peut-être que du coup, on peut lancer l'extrait qu'on a. C'est un extrait au moment où, en gros, les 2 voitures principales sont en train de s'affronter sur le circuit. Ça a du coup été tourné pas pendant la vraie course, mais plus tard. Et en gros, on a 2 des personnages principaux qui sont chacun dans une voiture et qui s'affrontent. Voilà.
Voilà, donc c'est un extrait que j'aime beaucoup parce que déjà ça commence par essayer de capter une sorte de pureté, enfin, de tout ce qui se passe et enfin, on est un peu moins dans le jeu des acteurs qu'on a en permanence dans le film et tout, et ça essaye de davantage se concentrer. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup dans Le Mans de Steve McQueen, et je me demandais si ça avait été une référence ou une inspiration pour le tournage de Michel Vaillant, puisque le précédent, enfin, de tourner pendant la course au même endroit, faire tout un plan avec des caméras embarquées, je me dis qu'il y avait un parallèle assez évident. Je ne sais pas si pour vous ça a été... Ça a quand même pas mal vieilli hein, en termes d'image. C'est là où c'est intéressant de revoir des choses comme ça. Moi, j'ai pas revu le film. C'est intéressant de revoir des images comme ça parce que on se rend compte que l'image est une mode. Il y a le style des opérateurs, bien sûr. On a chacun notre style et on a chacun notre manière de travailler, mais vous avez quand même des tendances de fond qui sont lourdes. Là, c'était, je pense, la grande époque de Ridley Scott, et ça se sent, de Tony Scott, et aussi, ça se sent, je trouve, dans l'image, l'influence de Tony et Ridley Scott. C'est des images extrêmement colorées et contrastées. Aujourd'hui, je sais pas ce que ça donnerait. Même le montage, il est extrait. Louis Pascal, il a les qualités de Gérard Pires. C'est un formidable technicien et il connaît très très bien les voitures aussi. Par contre, il a fait que des pubs. Gérard avait fait pas mal de films. C'était, à part Sueur, qui était un film très très atypique. Michel Vaillant, c'est son premier film de fiction. Et je trouve qu'on retrouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, un montage de pub pratiquement. Je ne sais pas combien il y a de plans dans la séquence de l'accident, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du découpage, de comment ça a été abordé, tout ça? Parce que pour avoir justement cette action permanente, il y a une multitude de plans tournés. Vous avez dit que par moment, vous aviez 12 caméras, mais ça, c'était aussi pendant les séquences. Comment est-ce que le dispositif... La caméra, c'était au Mans, hein, pendant la Oui, course. oui, oui. Pour rien rater. Pour rien rater de plans qui pouvaient nous servir, de plans de coupe ou de plans d'ambiance. D'ailleurs qu'on a eu très bien, mais on avait placé des caméras tout autour du circuit, au point clé, en fait, beaucoup de matériel a servi. Maintenant, non, vous ne pouvez pas travailler avec quand vous avez du public et des vraies voitures qui font les courses, vous ne pouvez pas les gêner, donc on était obligé d'être extrêmement discret. Ce qui me frappe là, c'est le montage. Je ne sais pas ce qu'en pensent les gens. J'aimerais bien avoir un peu d'avis des gens qui nous écoutent. Quelqu'un aurait une remarque à faire. Ce serait intéressant d'écouter quelqu'un. Tout le monde dort. Vous voyez, je ne vois pas les gens. Alors, ils peuvent dormir, ils peuvent aller se faire un café. Ils ne sont pas là. Ils ont mis leur nom, ils ne sont pas là. Vas-y, Dominique. Mais je dors pas. Je dors pas. Non, mais c'est étonnant de revoir ça. Je trouve que c'est très caractéristique des images des années 90, quoi, quand même. On l'a fait en 2000, le film. C'est début 2000, mais c'est assez caractéristique quand même des images de cette époque-là. Mais est-ce que ce n'était pas aussi un peu l'idée, parce que c'est quand même tiré d'une BD, qu'il fallait avoir des références à la BD, et moi je trouve que pour ça, ça marche très bien. Tout à fait, tout à fait. C'est le découpage. Enfin, la référence photographique du film, c'est la BD. Hein. D'ailleurs, il y a eu une BD qui a été faite sur le film. La BD a été faite après, ensuite. Je dois avoir quelque part dans la bibliothèque. Ouais, ça a été. Oui, il y a eu quelques grands films comme ça. Il y a eu Le Mans. Moi, il y a un film que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui s'appelle Rush. Bien sûr. Qui est pour moi. Mais il est plus récent. Hein, je ne sais pas de quelle année il est, Rush. C'est les années 2010. Mais là, pour le coup, il y a beaucoup plus de numérique. Alors que sur Michel Vaillant. Oui, sur Michel Vaillant, il y avait très peu de numérique. En numérique, on a la voiture qui s'envole. Ouais. Okay.
Mais sur Rush, ce qui est intéressant sur Rush, sur Michel Vaillant aussi, c'est la lutte entre deux pilotes, Michel Vaillant, et sur Rush aussi. Moi, je trouve que c'est très important la phase de fiction, parce que la vitesse pour la vitesse et la cascade pour la cascade, au bout d'un moment, c'est vraiment chiant, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Alors que quand il y a une fiction, dans Rush, dans Rush, c'est une histoire vraie. La concurrence entre ces deux pilotes, elle existait vraiment. Ils ont été jusqu'au bout. Mais dans Michel Vaillant, c'est une bande dessinée. Donc, mais ça correspond. En même temps, on trouvait que c'était un échec, mais le film, il a fait pas loin de 2 millions. Donc aujourd'hui, 2 millions, c'est loin d'être un échec. C'est un grand succès, un film qui fait 2 millions. On avait énormément préparé. On avait fait beaucoup d'essais, surtout en machinerie. Ce qu'on n'avait pas à l'époque, et ce qui nous aurait beaucoup aidé, c'était il existait le Russian Arm. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Russian Arm. C'est une voiture extrêmement rapide sur laquelle on a découpé le toit et on a installé une grue avec à l'intérieur les commandes et à l'extérieur la grue elle-même qui peut monter et qui peut descendre de plusieurs mètres et qui tourne à 360 degrés. Donc, vous imaginez l'outil que ça représente. Je dirais que le Russian Arm, c'est l'arme absolue pour filmer des voitures ou pour filmer des scènes d'action. C'est assez incroyable. Le problème, c'est que c'est un objet qui coûte à peu près très cher. je viens de faire un film et je l'ai utilisé pendant une semaine. On m'avait dit le prix. C'est fou, je crois que c'est 10 000 euros par jour. Je me trompe, Sacha? Je pense qu'avec les techniciens, c'est plus cher que ça. Mais... Oui, c'est possible que ce soit. Parce que ça vient avec le pilote, ça vient avec les techniciens. Ça vient avec le cadreur, le pilote, le manipulateur de grue et le manipulateur de tête, c'est-à-dire le responsable de la tête et des gyros. En général, moi, je demande à être à l'intérieur et à cadrer. Mais si vous n'avez pas un bon manipulateur de grue qui vous amène la grue là où vous voulez et un pilote qui a pratiquement un œil de cadreur, vous pouvez avoir cette machine qui coûte une fortune, mais vous n'aurez pas les plans que vous voulez. Là, je m'en suis rendu compte là en Angleterre en travaillant l'année dernière avec le Russian Arm, c'est que en fait, c'est là où il vous faut un pilote cadreur et une personne qui manipule la grue, qui a un grand sens du cadre. Et là, vous vous laissez aller parce que les gens vous font les plans, vous les suivez. Vous redressez la caméra, vous avez les manivelles, vous redressez la caméra, vous recadrez un peu à droite, à gauche, vous demandez à ce qu'on avance un peu ou à ce qu'on recule un peu, mais votre marge est très limitée. Encore une fois, c'est l'équipe qui fait de vous un bon directeur photo. C'est primordial. C'est absolument primordial. Et du coup, après, on aura quelques questions un peu plus techniques qui sont vraiment sur des outils caméra, travailler à la vitesse. Mais globalement, comment est-ce qu'on prépare précisément un découpage de séquences où on va avoir autant de caméras embarquées et à quoi est-ce qu'on s'attend en fait quand on va faire justement 35 mm de rush sans avoir juste une énormité. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit dans les questions que vous m'aviez envoyées. Est-ce qu'on va à la pêche et puis on se démerdera au montage? Il y a de ça un peu, hein, il y a de ça un peu. Mais si vous prenez dans votre faut faire un découpage. Mais après, c'est tellement aléatoire un découpage sur des voitures qui roulent à 250 à l'heure. Vous savez jamais ce qui va vraiment arriver. Il y a toujours des surprises. Alors, ce qu'on fait après, c'est on avait préparé le découpage et puis avec Louis Pascal, on était allé au Mans et
on s'était retrouvé à chaque endroit où vous voulez mettre la caméra. Ce qui paraît évident. Les hauteurs, on détermine les hauteurs, on détermine exactement ce qu'on veut filmer, parce que comme la pellicule, c'est pas du numérique, comme la pellicule, ça coûte cher. Faut pas envoyer le magasin de 300 et attendre que la voiture repasse. C'est pas pensable. En même temps, la voiture, elle passe jamais seule, et il y en a qui ont 1 minute de retard, donc il faut les attendre. C'est pour ça que ça a bouffé autant de pellicules. Mais c'est pour ça que l'outil numérique a tout révolutionné là-dessus. La préparation, elle est indispensable. Prévoir tout, c'est impossible. Sur ce genre de plan, hein, prévoir tout, c'est impossible. Si, quand vous travaillez sur la voiture elle-même, vous pouvez tout prévoir. Mais sur une course qui n'est pas une course de fiction, mais une vraie course, vous êtes obligé de vous laisser aller, quoi. Vous placez les caméras et puis vous voyez ce qui se passe. On peut pas tout gérer. On peut pas tout gérer. Et parce que également, j'ai vu dans un making-of le réalisateur justement dire que ce que vous vouliez montrer, c'était le point de vue que les gens ne voient pas habituellement à la télé. Et du coup, essayer de trouver tout un tas de points de vue nouveaux, des images inattendues. Et si aujourd'hui le film devait se refaire, avec toute l'avancée numérique, l'allègement des caméras et de tout un tas de nouvelles technologies qu'on peut employer, est-ce que vous le découperiez différemment? Est-ce que vous aborderiez tout le dispositif d'une autre manière? Ça, c'est la question qu'il faut poser au réalisateur. Ok, parce que vous n'aurez pas la réponse là comme ça. Vous n'aurez pas le sens de choses que vous n'avez pas réussi à faire pendant le film. Si, mais de toute façon, on n'a que des regrets, c'est pas le problème. Mais en même temps, il y a 1000 manières de raconter une histoire. Vous prenez 5 réalisateurs différents sur le même script, vous avez 5 histoires différentes. On va toujours avec la même histoire, mais 5 manières de la montrer différentes. Et ça, c'est valable pour tout. Sauf que là, comme on a dit au début, vous ne pouvez pas tellement vous permettre d'improviser. Il n'y a pas d'improvisation. C'est-à-dire que c'est très dangereux, l'improvisation à ce niveau-là. Donc, on perd beaucoup de temps en sécurité. On perd beaucoup de temps, on gagne beaucoup de temps en repérage, parce que les repérages, c'est toujours un gain de temps. Mais sur le plateau, avant d'envoyer la voiture et la voiture travelling et la voiture équipée sur le set pour faire le plan, faut vraiment tout vérifier. Et encore, à côté des Américains, c'est rien. On est plutôt très rapide. Les Américains, ils ont presque besoin de l'accord ils ont pratiquement besoin de l'accord du syndicat avant de lancer la voiture sur une cascade ou sur ne serait-ce qu'un tour de piste. C'est très complexe en Amérique. C'est pour ça que les films prennent en général beaucoup plus de temps, surtout ce genre de films. Mais voilà, nous, on fait avec. Et on prend certainement plus de risques, mais on fait avec. Maintenant, je trouve qu'avec les équipes machinistes qu'on avait à l'époque, qu'on a sûrement aujourd'hui, mais enfin, je ne les connais plus aujourd'hui, ceux-là, on ne prenait pas vraiment de risques. C'était des gens qui faisaient un travail absolument incroyable. Et la machinerie était repérée et de la même manière qu'on repérait les décors et qu'on repérait les emplacements de caméra. C'est-à-dire que le chef machiniste, avec son équipe, il faisait les montures, il nous présentait les montures, on choisissait le cadre sur les montures qu'on aurait 1 mois ou 2 mois plus tard. Et ça, c'est bon. Alors, bien souvent, on ne filmait pas, hein, on regardait et puis on démontait, on faisait notre position, on le notait, on prenait une photo et on savait, on gagnait du temps pour le tournage, où on disait telle séquence, telle caméra, avec telle monture, à tel endroit, à telle hauteur. Mais je peux intervenir. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aussi, on est un peu dans l'histoire du cinéma. Très souvent, on avait le sentiment qu'on faisait un plan qui n'avait jamais été fait avant. On inventait quelque chose. Je pense qu'on était plus dans une situation d'invention, au point que même, quand tu dis, Jean-Pierre Masse ou d'autres chefs machinistes inventaient, même créaient l'outil
les attaches, les stabilisations. On crée pour un film spécifique, et toi, tu as été très, très proche de tout cela, où c'était le premier à utiliser un outil qui a été adapté pour créer un plan. Il y avait une envie d'un plan. On va faire ça et on va créer telle image. Et cette image, ça nous est arrivé de faire des plans qui n'ont jamais été faits avant. Et ça, c'est quelque chose qui est une sensation. On a eu un privilège, un peu comme dans l'histoire du cinéma. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'existe plus parce que maintenant, on a plus d'outils on a des outils avec des plans on est trop équipé, si on veut. On ne sait plus tellement. Oui, oui, ne serait-ce que le drone. Le drone, c'est vous imaginez, aujourd'hui, on allume la télévision et on regarde les téléfilms qui passent le soir là, en pagaille sur les chaînes de télévision. On regarde les sitcoms qui passent juste après les actualités télévisées. Un nouveau soleil, ce genre de trucs. Il n'y a pas un quart d'heure de programme sans qu'il y ait 5 ou 6 drones. C'est un plan aérien. Je veux dire, on a vulgarisé le plan aérien. Prendre un hélicoptère avant qui coûte pratiquement 1200 € l'heure, plus le pilote, plus le gasoil, plus le Tyler ou le système stabilisateur, vous arrivez aussi à 5 000 €. 5 000 € l'heure, pas la journée. Donc, quand vous utilisez des outils comme ça, vous faites extrêmement attention, vous découpez, vous repérez, et encore, vous ne repérez pas avec les outils parce que ça coûte trop cher, mais vous réfléchissez beaucoup au plan. Aujourd'hui, on fait venir un type qui sait manipuler un drone plus ou moins bien, et puis on lui dit, vas-y, regarde, tu suis la voiture, après tu vas dans la forêt, tu reviens sur la voiture, c'est juste incroyable. Alors moi, je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, et mes copains opérateurs et le public de la conférence, mais je trouve que ça a été tellement vulgarisé que ça devient presque moche souvent. Je veux dire, il n'y a pas, parce que comme il n'y a plus de chorégraphie, on pense plus si c'est une scène de vitesse, on pense plus à la vitesse, on fait un plan de drone. De toute façon, un drone ne peut pas aller aussi vite qu'une voiture. Je parle d'un drone civil, hein, pas d'un drone militaire. Et que l'avantage des hélicoptères à l'époque, et les rares hélicoptères qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent suivre une voiture à grande vitesse. Et ils peuvent faire un travelling où on sent l'impression de vitesse à travers les outils. Aujourd'hui, qu'un drone, bon, on fait un plan de 2 secondes parce qu'il ne peut pas suivre l'action. De toute façon, il est obligé de la lâcher à un moment donné. Oui, on fait les choses différemment parce qu'on a des outils différents, mais c'est des outils qui nous permettent de faire des choses incroyables aussi. Le drone, c'est révolutionnaire, à tout point de vue. Oui, mais en même temps, comme tu le disais avant, ça dépend, avec ces nouveaux outils, ça dépend quand même énormément de l'équipe qui t'accompagne. La différence va être dans le pilote du drone qui va faire tout le plan de manière très, très impressionnante ou ça va juste être de la pêche et de l'imprécision. C'est vraiment là qu'on fait la différence. C'est vrai que une équipe de films d'action, alors le réalisateur est fondamental, bien sûr, parce que c'est le chef d'orchestre, comme dans tous les films. Mais si vous avez un mauvais chef machiniste, si vous avez un mauvais cadreur, si vous avez un mauvais pilote d'hélicoptère, si vous n'avez pas des pilotes affirmés pour les bagnoles, ça donne pas ce que ça doit donner, quoi. Vous êtes à côté de la plaque et tout est mou et tout est lent. Et un mauvais chef machiniste peut vous foutre en l'air une séquence incroyable. Il travaillait beaucoup, Gérard Pires, avec Robert Gonzalez, qui était un ancien type qui travaillait chez Alga Samuelson à l'époque. Et ce type qui avait un caractère très difficile, était un inventeur incroyable. Il a inventé des choses en termes de machinerie qui ont révolutionné à l'époque le plan d'action. Je pense qu'il est à l'origine des moteurs pour anti-vibration, et à la fois il a réfléchi aussi sur la vibration. La vibration, c'est un élément extrêmement important dans les films d'action où vous introduisez la notion de vitesse, parce que si vous avez un plan trop clean,
vous n'avez pas le ressenti de la vitesse. Souvent, il faut vibrer. Mais alors, le problème, c'est que si vous vibrez trop, c'est le problème qu'on a eu au Mans avec les voitures sur Michel Vaillant, c'est que quand on vibrait trop, on ne voyait plus l'image. C'est-à-dire que ça sautait tellement qu'on n'avait plus l'image. Et même souvent, ça détraquait la caméra, puisqu'on était avec des caméras mécaniques en 35 mm. Donc, ça a été un problème très compliqué à régler. Heureusement qu'on s'était penché sur le problème des mois avant, parce qu'il a fallu trouver un système de gyro inverse, qui s'inversait pour pouvoir atténuer la vibration tout en gardant un peu de vibration. C'était très complexe. On s'était rendu compte que au-delà de 190 km/h, on n'avait plus d'image. L'image, elle était pas regardable. Et en dessous, il y avait pas assez de vibration. On était dans une dynamique assez difficile à trouver là. Et on a beaucoup travaillé parce qu'on s'y est pris avant, mais et là on avait Robert qui était venu nous aider sur cette séquence-là précisément avec les gyros. On a formé une génération. Il y a eu des générations incroyables de machinistes en France. On en parle plus tellement aujourd'hui, mais étant donné que les budgets ont baissé et que les équipes ont moins le temps de travailler, on forme moins les gens. Mais ça, je ne veux pas dire que c'était mieux avant, certainement pas. Mais il y a des pertes de savoir qu'on ne retrouvera jamais. Et ça, c'est un très, très grand regret. Et Michel, par rapport à ce que tu dis, par rapport à la vibration et tout ça, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'un peu comparable avec le fait d'avoir remplacé les hélicoptères par le drone qui est très lisse et très robotique et beaucoup moins humain au final que l'hélicoptère? Bien sûr. En même temps, Noé, rappelle-toi, quand on travaillait en hélicoptère, on a eu de cesse que au début, on avait un simple Tyler qui était assez difficile à manier. J'imagine que Sacha et Dominique l'ont manié. Et c'était presque un truc voilà, d'équilibre. Il fallait bien partir. On avait le zoom d'un côté, le point de l'autre. Il fallait être très concentré. Et c'était très difficile de faire un plan avec le Tyler. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir les grosses boules dans lesquelles on mettait les caméras et avec les gyros stabilisés à l'intérieur et qui nous faisaient des plans magnifiques et qui étaient cadrés aussi à la vidéo du coup. Mais c'est vrai que la machine elle-même, l'hélicoptère, par son poids et par sa maniabilité, ne donnait pas la même chose que… Il y a plus de dynamique. On accompagne plus l'objet parce que l'objet voiture et l'objet hélicoptère, c'est deux mécaniques qui ont des choses en commun. Le drone, c'est vrai que c'est très léger. Encore une fois, on fait des plans. Dans les 90% des plans, on n'a plus besoin d'hélicoptère aujourd'hui. Ce serait gâché. Mais il y a des plans, par exemple, je pense que le plan de la voiture qui tombe en parachute sur la Peugeot, je ne sais pas si on aurait pu le faire au drone, parce que je ne sais pas si les drones peuvent arriver aussi haut. Je ne sais pas. Même, je trouve, dans le rendu du mouvement de l'objet en tant que tel, bien sûr. C'est différent. Je ne sais pas si on aurait pu faire… le suivi de la voiture dans Shining n'aurait pas été pareil au drone que l'hélico, de toute façon. C'est surtout que la caméra fait corps avec le cadreur et le pilote de l'hélicoptère, alors que là, le pilote, il est au sol. Donc, ça change beaucoup de choses aussi. Ouais. Il est spectateur et ça change la manière de travailler. Alors, pour des gens… la majorité des gens ne veulent pas s'en rendre compte, les producteurs ou le spectateur ne s'en rendent pas compte, mais on a quand même perdu en intensité par rapport à une séquence, par rapport à une scène d'action. Ce que je dirais, c'est qu'il faut faire attention le fait à quoi servent les outils. Ce qu'on fait avec un hélicoptère, on ne le fait pas avec un drone. Le nombre de fois où sur des films, tu es obligé au début des drones, ou même j'ai travaillé pas mal avec Flying Cam, là, le petit hélicoptère télécommandé qui était un précurseur du drone.
les gens souvent ont du mal à comprendre à quoi sert l'outil. Et puis un jour, je faisais un film dans le sud-ouest, dans des endroits où il y a beaucoup de vent, là, pour les châteaux cathares. Le drone et même cet hélicoptère, dès qu'il y avait un coup de vent, ça ne marchait plus. Donc il faut aussi savoir on croit que tout est possible, mais il faut se défendre très fort pour dire avec un drone, on fera un plan rapproché le long d'une structure, d'une architecture, mais si vous voulez un plan d'ensemble, il ne sera pas stable, il faudra restabiliser ou un coup de vent nous empêche. Voilà. Avec des hélicoptères, on fait un certain nombre de choses précises. Et à chaque fois, il faut adapter l'outil et on a du mal souvent à faire comprendre que tout n'est pas possible chaque outil est adapté à quelque chose. Comme même maintenant le combat qu'on a sur d'autres formes de mouvements avec le Steadicam et puis les appareils, les movies. Les Ronin, oui. Les Ronin. On ne fait pas la même chose. Il y a une espèce de dynamique avec un Steadicam, qui est un outil qui coûte plus cher parce qu'il faut un cadreur spécialisé. Le Ronin, ça coûte pas cher, les gens s'en achètent eux-mêmes. Mais on a une espèce de rigueur. On descend peut-être un escalier, mais on passe pas les portes. Et souvent, il faut essayer on a tout un travail de communication avec le metteur en scène, des fois, et encore plus la production, sur l'outil. Qu'est-ce qu'il nous offre, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Oui, et puis en fait, la comparaison est bien parce que c'est deux types de stabilisation différentes, à la fois pour l'hélico et le drone que pour le Steadicam et le Movi. C'est qu'il y a de la stabilisation électronique d'un côté et de l'autre côté, c'est que de la stabilisation mécanique. C'est vrai. Oui, puis le choix des outils doit pas être guidé par le problème économique parce que le drone a été utilisé des fois pour faire des travelling ou pour remplacer un stead, mais c'était simplement parce que c'était économiquement moins cher. Et parce que c'était plus rapide. C'était plus rapide, donc moins cher, oui. On a une question très intéressante dans le chat d'Alexis qui demande que ce soit Michel Vaillant, Rush, Grand Prix de Frankenheimer ou Days of Thunder de Tony Scott, les voitures sont toujours des objets de compétition, ce qui influence la manière de filmer et de découper. Et est-ce que vous pensez que la symbolique de la voiture influence beaucoup cette manière de filmer, de tantôt pouvoir se dissimuler, se détruire, de représenter une forme d'aliénation ou tantôt servir pour s'émanciper? Et ça rejoint un peu la question que je voulais vous poser, Michel, sur l'importance que vous mettiez dans le fait de parler plus de vitesse que d'automobile et ce côté très mouvant des objets. Du coup, un peu une question fourre-tout, mais très intéressante, je trouve. Vous pouvez répéter la question? En gros, c'est le fait que dans les voitures, dans ces films comme Michel Vaillant ou Rush dont on a parlé, que les voitures soient toujours des objets de compétition. Et si vous pensez que la symbolique de la voiture influence beaucoup la manière de filmer. Bien sûr, c'est évident. Le design des voitures sur Michel Vaillant a été extrêmement travaillé. Bon, c'était encore une fois des références à la bande dessinée, toujours, mais il fallait que la voiture du méchant soit très inquiétante et que la voiture de Michel Vaillant soit beaucoup plus ronde et beaucoup plus accueillante. Bien sûr, c'est fondamental. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, et je suis étonné que personne n'ait posé la question, mais le son est fondamental dans l'action d'une séquence comme celle qu'on a dans tous les films d'action. Le son apporte, je dirais, autant de force que l'image. Je lisais récemment qu'il y avait eu un petit court-métrage qui ne m'a pas épaté, mais qui était pas mal. C'était Culotté dans les années 80, je crois, de Claude Lelouch, qui s'appelle Le Rendez-vous, où il fait un plan séquence. Il met sa caméra sur le côté de sa Mercedes 250 à l'époque, et il traverse Paris à 5 heures du matin, un 15 août, à 200 à l'heure. Et en fait, c'est un seul plan, hein, c'est ça qui est intéressant. Regardez-le sur Internet, ça s'appelle Le Rendez-vous, j'imagine que beaucoup. C'était un rendez-vous, et d'ailleurs, c'est très marrant que vous en parliez parce que apparemment, il est en train d'en préparer un autre. C'était un rendez-vous qui va tourner à Monaco dans quelques semaines. D'accord. Et en fait, il dit une chose intéressante, Lelouch. Il
il dit que quand il n'a pas monté le film puisque c'est un seul plan. La voiture part de la place Dauphine et arrive à Montmartre. Et à Montmartre, on entend le gars sortir de la voiture et il a un bouquet de fleurs et il a rendez-vous avec une fille qui l'attend contre la rambarde de Montmartre, avec Paris derrière au petit matin. C'est assez joli. Et en fait, bon, ils ont pris des risques insensés sur ce film parce que ils ont vraiment grillé des feux, quoi. Et ils n'avaient pas assez d'assistants pour bloquer tous les grands carrefours. Ils avaient 3 assistants qui les ont placés à des points stratégiques, mais ils ont pris des risques à certains moments aussi. Bon, maintenant, statistiquement, à 5 heures du matin, le 15 août, dans Paris, il n'y a pas beaucoup de monde. C'était un peu, il aurait pu faire ça pendant le confinement. Et il dit qu'une fois le film monté, une fois le film fait, il ne l'a pas monté, il ne fonctionnait pas tellement le film. Il ne comprenait pas pourquoi. Il y avait eu un son témoin qui avait été fait directement pendant les prises de vue. Et en fait, ils se sont rendus compte que le son témoin n'était pas du tout impressionnant. Et ils ont remplacé le bruit de moteur de la Mercedes par un bruit de moteur de Ferrari Testarossa, je crois. Et ça changeait tout. Et ça changeait tout, le crissement des pneus. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que sans son designer, une séquence d'action de film de voiture ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. C'est pas assez intéressant. Il faut relever tout ça. Et c'est pareil pour le design des voitures et c'est pareil pour le choix des modèles de voitures. Bien sûr, ça introduit. La voiture à ce moment-là est un personnage à part entière, est un acteur à part entière. Donc, c'est comme faire un casting et choisir la personne la meilleure pour faire le rôle. Là, c'est pareil. Les voitures, il faut les adapter. Il faut faire en sorte qu'elles soient soit sympathiques, soit terrifiantes. Est-ce que j'ai répondu? Qui m'avait posé la question? C'était Alexis dans le chat. C'était moi, je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? C'est quoi ton point de vue? Donne-le-moi. Au fait, mon point de vue, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de symboles dans la voiture et que c'est très dur de des fois bien savoir les différencier et de la manière dont on va les filmer. Je pense par exemple au film Crash de Cronenberg qui a vraiment cet aspect destructeur, mais finalement, enfin, c'est toujours un arrêt dans la vitesse, la voiture qui se détruit. Donc à ce moment-là, est-ce que la caméra s'arrête aussi? Enfin, c'est un peu toutes ces questions-là que je me pose. Et après, ça peut être tantôt la symbolique du piège, par exemple, je pense dans Pusher, où la caméra est embarquée et le spectateur est un personnage à part entière qui fait partie de l'action et qui rend la voiture très claustrophobique, vu que c'est filmé de l'intérieur en caméra embarquée. Dans Duel aussi, il me semble, non? Oui, dans Duel, après, c'est un peu différent parce qu'il y a toujours ce jeu de course. Qui a pris la voiture, oui. Ouais. Mais c'est vrai, pardon, c'est vrai, ceci dit que dans Duel, il y a beaucoup de plans et ça m'a fait penser un peu aux plans qu'il y a dans Rush. C'est qu'on va souvent aller chercher les yeux du conducteur de manière très très proche et on ressent vraiment la goutte de sueur et la tension qui se crée. Oui, mais on sent que dans Rush, qu'il y a eu une préparation très intense. Et dans Rush, ils avaient la possibilité d'utiliser des tout petites caméras pour pouvoir les placer absolument partout, effectivement en macro, pratiquement sur l'œil, si je me rappelle bien, hein, avec la plissure des rides. Ça aurait été très complexe. Le problème qu'on avait, nous, quand on avait un problème de sécurité fondamentale sur Michel Vaillant, c'est-à-dire que vous avez absolument pas le droit de mettre une caméra à l'intérieur d'une voiture quand on a les acteurs. Parce que s'il y a un accident et que la caméra se décroche, elle peut tuer le comédien ou le blesser très gravement. On peut faire ça avec des cascadeurs qui acceptent de prendre des risques. Mais en général, quand on met une caméra embarquée, c'est pour donner un point de vue, ou si on veut avoir des gros plans des gens dans la voiture, on met les caméras à l'extérieur avec des focales un peu plus longues. Là, sur Rush, ce qui était très intéressant, c'est qu'on était vraiment sur la peau, sur les yeux. Et ça a augmenté l'intensité de la scène, de la séquence. Oui. Pour moi, Rush, c'est une référence absolue en termes
avec un très bon opérateur, Dodd Mantle, qui est un opérateur extrêmement éclectique, parce que c'est un opérateur qui fait de la comédie, qui fait des films d'action. Il a la chance de travailler avec un très bon réalisateur ou deux très bons réalisateurs, et c'est ce qui fait la chance d'un opérateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps. Je pense que Thomas m'avait posé la question en préparation. Il m'avait dit vous avez une carrière très éclectique. Oui et non. On se laisse porter. Et puis, si on est opérateur, on est capable de faire, je pense, on peut penser que ce n'est pas la même sensibilité de filmer des voitures ou de filmer des comédiens, mais à un moment donné, il faut y mettre tout ce qu'on a. Donc, si, c'est une sensibilité. On n'utilise pas les mêmes sensibilités pour filmer un accident de voiture que pour filmer une rupture ou une scène d'amour. Mais on fait notre métier, c'est-à-dire qu'on est concerné par l'image, et l'image, on doit toujours se poser des questions sur l'image qu'on est en train de faire. C'est pas toujours possible sur l'instant, mais c'est possible en préparation, et c'est possible d'y réfléchir même après, une fois que le film est fini, en disant j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça. Là, sur Michel Vaillant, encore une fois, la lumière, elle est installée dès le départ, puisqu'on part encore une fois d'une bande dessinée. Donc, vous n'avez pas à chercher, vous n'avez pas à tortiller, quoi. La bande dessinée, c'est la bande dessinée, c'est des codes couleurs, c'est cadré en général comme une planche. Hein. Chaque plan est un dessin de la planche. Donc, les références sont claires, et ça aide beaucoup l'opérateur d'avoir des références aussi précises. Dans une fiction, tout est différent parce que ça se passe ailleurs. Mais bon, réfléchir à une image, c'est réfléchir à une image, que ce soit une voiture ou des gens. Il faut toujours réfléchir à la manière dont on voit les choses et comment on les met en image. J'ai une autre petite question. Vous parliez justement d'influence. Et tantôt, vous parliez des frères Scott, justement, comme influence. Et j'avais relevé le film Days of Thunder, qui parle de NASCAR et qui, justement, a ce truc un peu épileptique avec un montage vraiment découpé à la hache et un Tom Cruise qui va à toute allure. Et du coup, je voulais savoir si déjà ce film avait été une influence et pourquoi pas aussi Top Gun, finalement, qui lui, bon, c'est avec des avions, mais récupère un peu cette esthétique qui fait un peu partie de la BD, au fait. C'est pareil. Mais Tony Scott, c'est une esthétique avant tout, j'ai l'impression. Hein. Et puis, ils avaient si quelqu'un est spécialiste de Tony Scott, de Ridley Scott, il peut intervenir. Mais je trouve que c'est des gens qui venaient de la pub. Donc, c'est fondamental de comprendre ça. La pub, c'est le meilleur laboratoire pour apprendre l'image technique. Pas pour apprendre l'image émotionnelle, hein, mais pour faire une image technique, quoi de mieux qu'avoir un budget presque illimité, quand on pense qu'on fait un 30 secondes, hein, in fine, c'est toujours un 30 secondes ou un 45. Alors, les réalisateurs ont beau jeu de se faire plaisir et de faire leur propre montage pour la bande de 2 minutes et demie, voire 5 minutes, ce qui ne représente aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Une pub, c'est une pub. Mais par contre, pour un technicien, pour un directeur photo, pour un machiniste, pour un chef électricien, pour un assistant opérateur, pour un maquilleur, pour un costumier, c'est formidable parce que on vous met pas de barrière financière. En tout cas, quand moi j'en faisais. Donc, on faisait ce qu'on voulait, on demandait ce qu'on voulait et on l'avait puisque c'était pour mieux vendre le produit. Comme en plus je faisais des films de bagnole, j'avais pas de limite. Mais l'argent, il passait surtout en voyage et en paysage. Donc, ce n'était pas désagréable non plus. Mais pensez bien que sur un film de 30 secondes, voire de 45, il n'y a pas 36 000 cascades. À part sur c'est pour ça que j'ai voulu mettre l'exemple de la 205 GTI, à part sur ce genre de production où on mise tout là-dessus, sur la voiture James Bond. Il faut faire comprendre ça aux spectateurs que c'est une voiture exceptionnelle, que seul James Bond peut conduire. Bon, à part ça, en général, on vend la beauté de la voiture, la souplesse de la voiture, même sa vitesse éventuellement. Encore qu'à partir d'une certaine époque, on n'a absolument plus pu faire ça. Mais
c'est ça en fait. C'est-à-dire que on était arrivé à un paroxysme, on est redescendu, et la pub est redescendue aussi, mais je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un laboratoire pour apprendre son métier techniquement, parce que on vous refusera jamais rien. Vous voulez toujours la dernière série d'objectifs qui est sortie, on vous la donne. Vous voulez toujours les dernières caméras sorties, on vous les donne, ce qui pose des problèmes pour les loueurs qui doivent sans arrêt acheter du matériel, le dernier matériel sorti, et le matériel qu'il a acheté il y a un an et demi est complètement caduc et plus personne n'en veut parce que quelle horreur travailler avec une RED de la génération d'avant. Non, non, on veut la RED avec les nouveaux capteurs, on veut la RED avec le nouveau viseur. Mais ça, pour nous, ça a été formidable parce qu'on a tout fait, on a tout essayé. Après quand vous retombez de 15 ans de ce régime-là, vous avez une envie de légèreté et de choses plus simples. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Et c'est pour ça que j'ai replongé dans les films de fiction, et pour beaucoup à petit budget, qui m'ont énormément plu. Moi, j'ai fait un film avec Maria de Medeiros qui s'appelait Capitaine d'Avril. Et je pense qu'ils m'ont pris à l'époque, c'est très bizarre, pourquoi ils m'ont choisi, parce qu'il y avait des chars qui évoluaient dans le champ, les capitaines qui font la révolution et qui partent de leur caserne à 80 km de Lisbonne et qui viennent en char avec une colonne de chars, de 40 chars, jusqu'à Lisbonne pour prendre Lisbonne. Et ils étaient très angoissés à l'idée de filmer ces chars. Moi, je ne me suis pas posé de questions. Il n'y a rien à voir entre un char et une voiture. Mais bon, j'ai adoré faire ce film parce que c'est une histoire d'amour. C'était une révolution non violente. Donc, il y a un coup de feu dans le film. Mais c'est ça qui m'a amené à faire des choses différentes après. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours ces phénomènes de mode. Je pense que s'il y avait un film de voiture à faire et qu'une agence me proposait pour faire ce film de voiture, les gens ne voudraient absolument pas travailler avec moi parce qu'ils auraient l'impression que je ne connais absolument pas les voitures aujourd'hui et que je serais incapable de le faire. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est un phénomène de mode énorme. C'est pour ça qu'il vaut mieux. Enfin, je trouve, mais je ne crache pas dans la soupe, mais je trouve que la fiction est vraiment beaucoup plus noble dans le travail et dans la satisfaction. De pouvoir mener un projet de A à Z, parce que en pub, on peut se raconter toutes les histoires du monde, mais in fine, vous vendez toujours une boîte de petits pois à la fin du film. Et, ça peut être une boîte de petits pois plus ou moins prestigieuse, mais c'est toujours une boîte de petits pois. Oui. Pour en revenir à la fiction, à moins qu'il y ait encore quelques remarques sur Michel Vaillant, mais on peut toujours y revenir. Alexis, tu lèves la main. Alexis, vas-y. Oui, pardon, j'ai encore une petite remarque. Justement, là, vous parliez un peu des caméras, le fait qu'on voulait toujours la dernière caméra, etc. L'ergonomie, finalement, qu'est-ce que ça influence? Finalement, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut aussi rapporter aux voitures, enfin, surtout avec la publicité, etc. C'est toujours pour moi un peu un objet de désir, en tout cas un produit qui se vend. Et justement, pour revenir à Michel Vaillant, où vous parliez de la voiture du méchant qui, elle, avait une allure, en tout cas un design beaucoup plus agressif par rapport à celle de Michel qui est beaucoup plus douce et de couleur bleue aussi. Est-ce que... pardon, j'ai totalement zappé ma question. C'était si... Ça m'arrive aussi souvent. Yes. Est-ce que justement vous avez eu cette discussion et avec les personnes qui s'occupaient de concevoir ces voitures-là, d'aller chercher soit des courbes différentes, en tout cas d'avoir des propositions de dessin avec des designers, parce qu'il y a une phrase qui me revient de Roskam qui dit la voiture a toujours une ligne picturale à l'image, ou en tout cas un dynamisme pictural à l'image. C'est ça qu'il dit. Du coup, ça peut pour moi influencer jusqu'au format, au fait du métrage, à quel point une voiture va être rabaissée, va être étroite, va être plus grande, si en tout cas elle fait partie intégrante du film. Sachant que pour un problème d'adhérence, les voitures de course sont toujours très basses. Ouais. Toujours très basse. Donc, plus elle est basse, plus elle est agressive, elle incite à la vitesse, elle paraît dangereuse et elle fait peur. C'est pas rassurant, quoi. C'est vraiment des espèces de monstres qui ont l'air de ramper sur le bitume. C'était le cas. Il y a eu beaucoup de planches sur Michel Vaillant. Il y a eu beaucoup de travail et de dessin jusqu'à trouver l'exacte formule. Ils ont commencé la préparation un an avant.
Les voitures étaient exposées encore assez longtemps dans les studios qu'on appelle les studios de Besson, où il y a l'École nationale Louis Lumière, et ils ont enlevé les voitures récemment, mais elles étaient dans le hall. Euh, et c'était assez sympa de les voir en passant. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont vus. Non, jamais. En tout cas, oui, c'est beaucoup de boulot, le design, mais c'est un métier encore à part, c'est encore autre chose. On passe à la séquence suivante, Thomas. Ouais, on peut passer à Taken. Vous avez des questions? Non, bah, sinon, on peut, de toute façon, il ne faut pas hésiter à revenir, même plus tard, on fera un peu un fourre-tout de questions s'il y a besoin. Non, mais on peut passer à l'extrait de Taken. Pour le resituer un peu, donc, le film date de 2007 ou 2008, pardon, je n'ai plus exactement la date en tête. 2007. Est réalisé par Pierre Morel, et en gros, ça raconte l'histoire de Liam Neeson, un père qui voit sa fille être enlevée alors qu'elle était en vacances à Paris, en gros. Et il fait tout pour essayer de la retrouver, quitte à complètement vaincre tous les malfrats, jouer leur jeu, s'introduire dans les milieux, et évidemment, puisqu'il est super fort, il va y arriver. Et en gros, on est à un moment où le personnage s'est échappé d'une grande réception parisienne, et il a trouvé grosso modo où sa fille est retenue. C'est sur un yacht, un gros bateau sur la Seine, et lui, au volant d'une voiture, va essayer de rattraper le bateau en passant par les quais. Prendre son souffle là. Hein. On va voir vos impressions. Déjà là, par exemple, vis-à-vis de, on avait des questions sur la lumière, sur comment le travail en lumière avait pu être abordé sur la séquence. Ouais. Dans la mesure où c'est la deuxième séquence de course-poursuite, et je sais que vous aviez raconté que vous aviez pu avoir le luxe dans la première séquence de course-poursuite sur un chantier de pouvoir placer plein de sources dans le champ, de travailler avec ça. Oui. Et là, sur les quais, comment est-ce que vous avez opéré pour avoir cette continuité tout du long? Est-ce que vous avez juste utilisé le sodium naturel des quais? Voilà, j'aurai d'autres questions qui viendront comme ça. Alors, déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je ne sais pas si les gens ont vu le film, donc je ne vais pas m'étendre très longtemps sur la séquence du chantier, mais l'avantage de la séquence du chantier qui était attenante aux pistes de Roissy, c'est que c'était censé être une carrière d'extraction de craie, je crois. Et donc, les gens travaillent 24 heures sur 24. Et si les gens travaillent 24 heures sur 24, il faut des lumières. Et donc, j'avais mis 4 grues de 30 mètres avec des très grosses sources sur les grues. Et j'utilisais, on avait un électricien au pied de chaque grue, et j'utilisais les lumières toujours en contre-jour, c'est-à-dire que j'en éteignais 2 et j'en allumais 2, suivant la séquence et suivant l'axe qu'on utilisait. Donc ça m'a aidé énormément. Ensuite, on avait mis sur le chantier des points lumineux pour simuler l'endroit où les gens étaient censés travailler. Donc, j'avais des accroches lumineuses et puis, bien sûr, les phares de voiture. En ce qui concerne la poursuite sur les quais, on était en 2007 et moi, personnellement, je n'avais jamais travaillé en numérique. Jamais. Et on s'est retrouvés. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même une différence énorme, alors que c'est le même opérateur, entre la course de Michel Vaillant et ce qu'on a vu là sur Taken. C'est-à-dire que vous voyez d'abord, l'époque a changé. On est. Oh non, c'était 3 ou 4 ans après, mais vous voyez l'œil du réalisateur différent et le montage différent. Et je trouve que Pierre Morel, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais c'est quand même un montage beaucoup plus à l'américaine. Hein. C'est très, très, très rythmé et très structuré. Le problème qu'on a eu sur les quais, c'est qu'on avait la distance était de à peu près 4,5 km. Et donc, on a fait des repérages et des essais avec nos caméras, c'est-à-dire avec les Panavision.
Euh, et on a filmé le trajet. Le problème, c'est que avec de la 500, même poussée à 800, on avait des trous énormes. On était noir, quoi. On était noir, noir, noir. Alors, il y avait des lumières aveuglantes quand on tombait sur une péniche, par exemple, qu'on croisait, ou sur le sodium qui est sur le bord des rives. Mais c'était dur, quoi. C'était pas très beau. Donc, on a fait le calcul. On a fait venir le loueur de matériel électrique et de groupes. On a fait le calcul qu'il nous fallait à peu près une dizaine de groupes électrogènes, donc avec une dizaine de groupemans et à peu près deux électriciens pour arranger les lumières, pour pouvoir éclairer en contre-jour les quais de Seine. Bon, mais ça nous faisait beaucoup de lumière inégale. On l'a fait on a pris 3 groupes et on l'a fait sur une portion du terrain. Ça nous faisait des lumières inégales. On voyait la hauteur de projecteur qui était différente. C'était pas heureux. Et puis, Besson a reçu le devis du loueur, c'était énorme, quoi. Mais bon, c'est pas. S'il avait fallu, il l'aurait fait, mais ça demandait une structure de préparation de pré-light absolument énorme, puisqu'il nous fallait pratiquement préparer pendant la nuit, puis redémonter pour pas gêner les gens pendant la journée qui passaient les voitures. À cette époque-là, l'autre rive était encore accessible aux voitures. C'était compliqué. Donc, ce qu'on a fait, il y avait la première caméra Panavision qui venait de sortir en numérique. Dominique, tu te rappelles comment elle s'appelait? La Genesis. La Genesis. Oui, la Genesis. Merci, Sacha. Comme tu es beaucoup plus jeune, je pensais que tu ne l'avais pas connue. Si, malheureusement, tu l'as connue. La Genesis venait de sortir. C'était une caméra sur laquelle on mettait beaucoup d'espoir. Et donc, ce qu'on a fait avec Pierre, c'est qu'on a refait les mêmes essais avec les caméras 35 et avec la Genesis. Et puis après, on a refait les mêmes essais sans lumière du tout avec la Genesis. Et là, on s'est rendu compte, vous voyez le résultat, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça apporte énormément de force à l'image. Et puis c'est beau, c'est tout simplement beau, quoi. On peut dire, déjà on voit ce qu'il y a à voir, on comprend l'action, et puis les phares de voiture font le reste pour les plans plus rapprochés et pour les plans moyens. Sur les plans généraux, la Genesis n'était pas une bonne caméra, ils l'ont arrêtée relativement rapidement. Ça a été un échec de Panavision, cette caméra. Elle n'a pas été beaucoup utilisée. L'avantage avec la Genesis, c'est qu'on pouvait utiliser les objectifs qui étaient les objectifs qu'on avait sur le film, les primos. Et ça, c'est fondamental. Enfin, moi, pratiquement 90% des films que j'ai faits, je les ai faits avec des primos. Ce serait une longue discussion, ce serait l'objet d'une conférence, mais le primo, pour moi, c'est du cinéma, quoi. Voilà. Maintenant, il y a d'autres. Oui. Oui, Michel, on se demandait aussi, ça joue aussi sur l'exposition, est-ce que tourner avec des voitures qui vont assez vite, ça implique des choix en termes de vitesse d'obturation? Pas là. Oui, souvent. Pas là dans le cas de Tekken. Ni Pierre Morel, ni Couvler, ni Gérard Pires sont des gens qui aiment, par exemple, mettre la caméra à 18 ou à 20 ou à 22 pour donner un peu plus de speed. Ces 3 réalisateurs n'aiment pas ce qui pourrait, on en a discuté tout à l'heure, ce qui pourrait amener une impression fausse par rapport à la vraie vitesse ou à la vraie action qu'on fait dans le plan. C'est les gens qui veulent le faire. Ils veulent le faire vraiment à la vitesse réelle. C'est-à-dire que Pierre, il n'imagine pas faire un plan que les voitures allaient vraiment sur les quais avec des voitures qui venaient en face. C'était réglé comme un balai. Hein. Il n'y avait que des cascadeurs dans les voitures en face. Il n'y avait que des Precision Speed Drivers. Il n'y avait que des pilotes de rallye dans les voitures d'en face. Mais Pierre n'aurait pas envisagé de mettre la caméra à 18 pour qu'on ait l'impression d'un peu plus de vitesse. Sans compter qu'on aurait sans doute eu des problèmes de flicker avec toutes les lampes qui sont sur les quais
et qu'on ne maîtrisait pas, puisque ce n'est pas nos lampes, c'était des lampes de la ville. Donc, on a pratiquement jamais changé la vitesse, ou alors extrêmement rarement. Mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur d'une voiture, on n'a pas besoin de faire ça, mais sur les plans moyens là qu'on voit dans la poursuite sur les quais, c'est pas utile parce que je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais on a une vraie impression de vitesse. Et ça, je pense que c'est en grande partie dû au montage. Je ne sais pas comment vous avez ressenti cette Oui, mais séquence. je voulais plutôt dire en termes de flou de mouvement, de vitesse, parce que si on est à 1/50e, comme on est souvent, on n'a pas juste des traînées floues quand on filme, peut-être plus sur Michel Vaillant, parce que les voitures allaient très vite. Mais tu veux dire par là que c'est un avantage ou un désavantage? Moi, je crois que c'est un avantage. Oui, enfin, c'était plus comment est-ce que vous avez géré ça, parce que je me dis, Bah, peut-être en 5 une voiture qui passe très très vite, voilà, comment est-ce non, que vous non, non, avez... non, non. Il suffit que la caméra soit solidaire de ça, c'est-à-dire que soit tu as un bon cadreur qui suit, soit la caméra est solidaire de la voiture, mais ça peut pas t'échapper, ça. Ou alors tu décides de tourner, tu peux aussi tourner à 12 images et faire en post-production et refaire en post-production des images qui te manquent. Et là, tu as une espèce de blur qui peut te donner une impression de vitesse. Mais là, on serait revenu vers la science-fiction dans Taken. Ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait une image avec l'impression de vraie vitesse. Si tu fais du blur, tu vois, ça fait un peu un effet vidéoclip, quoi. C'est ce qu'on fait souvent en pub ou en plus en vidéoclip. C'est pour ça que Pierre a pratiquement jamais voulu utiliser ça. Non, non, on a rarement, sauf quand on a tourné sous la pluie, on a rarement changé l'obturation. On l'a même pratiquement jamais changé. Et par contre, tu as travaillé différemment sur la stabilisation ou sur la vibration ou sur le filet que sur Michel Vaillant? Oui, parce que je pense qu'on avait la même équipe machiniste, mais les outils avaient un peu évolué et on avait des gyros beaucoup plus sophistiqués. Maintenant, le principe de Tekken, c'était un principe qui faisait mal souvent, c'est que tout était à l'épaule. Tout était à l'épaule. Et quand on avait la Pana avec le zoom, c'était à l'épaule aussi. Et on était tout le temps à 2 caméras. Donc c'était très lourd, mais Pierre voulait absolument avoir cette impression de quelque chose de saccadé, de pas fluide. Et c'était pareil. Souvent, on a débrayé les gyros, c'est-à-dire que c'était trop souple. Et Pierre ou moi, on restait à la caméra en la bougeant un peu et en essayant de cadrer. Maintenant, si la caméra bouge, elle bouge, c'est pas un drame. On récupère et puis des fois, vous savez très bien, Sacha et Dominique, que les accidents, ça fait les plus beaux plans. Hein. Il n'y a rien de plus beau quand on a un truc auquel on ne s'attendait pas et auquel personne ne s'attendait. Et tout d'un coup, vous avez un truc qui est magique. Moi, je me rappelle avoir fait un plan à l'hélicoptère pour une pub avec un catamaran d'un grand skipper, je ne me rappelle plus son nom, qui avait gagné plusieurs fois la course autour du monde. Et le catamaran, on était en mer, en Atlantique. Le catamaran, la mer était tellement mauvaise que le catamaran était souvent au-dessus de l'hélicoptère. C'est-à-dire qu'avec le jeu des vagues, l'hélicoptère était en bas dans le creux de la vague et le catamaran était en haut. Vous imaginez les plans absolument sublimes. Mais j'avais un Tyler et un moteur qui était un moteur. Dominique, tu dois te rappeler du nom. C'est des moteurs ronds qu'on mettait sur le Caméflex, tu sais, pour les vitesses, des espèces de petits trucs. Le moteur Caton, c'est ça? Caton, oui, pas du tout stable. Enfin, non, c'était pas un Caton parce que il n'était pas stable. Le Caton était stable. C'est des gyros. On mettait des espèces de grosses boules qui étaient des gyros qu'on lançait. Non, je parle de la cadence de la caméra. Tu sais, le moteur de la caméra, c'est un espèce de rond. On s'en servait comme poignée d'ailleurs sur le Caméflex. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant le speedmeter que le moteur n'était pas stable. C'est-à-dire qu'il passait de 8 à 32. C'était d'ailleurs son amplitude maximum. Et en fait, je suis descendu d'hélicoptère. J'étais monté avec un magasin de 300 mètres. J'avais des plans absolument extraordinaires qu'on avait filmés en vidéo.
Et Pires a vu les plans en vidéo, il a dit c'est incroyable, c'est magnifique, ce qu'avait fait le pilote et ce qu'avait fait le skipper, c'était incroyable. Et en fait, je dis à Pires, ouais, mais j'ai eu un problème de moteur, le moteur n'était pas stable, si bien que j'ai jamais la même vitesse. Et pour ceux qui connaissent Pires, il est rentré dans une rage folle, il a cassé un Toki, il était hystérique, il bavait, il était fou de rage. Et bon, il a dit, tant pis, on n'a pas les moyens de retourner, c'est trop cher. L'hélicoptère, il doit repartir. Le skipper, il ne veut pas recommencer. Bref, c'était fini. On a été en projection. Je n'ai jamais vu des plans pareils parce que ça a donné un mouvement absolument, une espèce de cinétique comme ça dans les images, absolument sublime. Voilà, c'est grâce au moteur qui s'est cassé que j'ai eu des plans absolument sublimes. Ça ne marche pas toujours comme ça, mais des fois, les accidents apportent beaucoup au tournage. Par rapport à Tekken, quelqu'un a des questions à poser? Moi, j'ai une question. Sinon, toi, Alexis, vas-y. Tu es à Bruxelles, Alexis? Ouais, exact. Tu le connais, Sacha? Non. Tu étais à l'INSAS? Tu étais dans une école? Ouais, j'étais à l'INSAS, ouais. Du coup, ma question, c'est, vous parliez tantôt du fait qu'un acteur puisse pas être en train de rouler, puis bon, j'imagine, voilà, c'est une affaire de cascadeur plus. Du coup, tous les plans sur Liam Neeson, ce sont des plans qui ont été tournés en studio, si je dis pas de bêtises. Et je voulais savoir, en fait, quelle technique vous utilisez. J'ai déjà entendu parler, j'ai déjà pu un peu utiliser aussi une méthode de rétroprojection, en fait, pour rétroprojeter des pelures derrière. Mais je sais que maintenant, il y a de plus en plus une technologie d'écran directement pour récupérer des pelures et filmer et avoir le fond, au fait, voilà, pour donner l'impression de vitesse. Et j'avais aussi une question par rapport donc, au gyro et au tremblement. Si vous êtes en studio, à ce moment-là, vous prenez la caméra et vous faites comme ça, ou est-ce que vous avez un système? Il y a plusieurs techniques. Soit je sais que Pierre, il voulait pas s'emmerder avec les gyros, donc il refaisait à la main et il redonnait l'impression de vitesse à la main, un peu comme on fait quand on trépide dans une voiture. Le fait de faire des gros plans en studio, oui, c'est hyper important. D'abord parce que quand on fait des séquences comme ça, on était au mois de février à Paris, quand on a fait la séquence de poursuite, il devait faire -5, -6 d'or. On n'a pas envie de traîner à faire des gros plans qu'on peut faire tellement plus confortablement en studio. Alors, tout dépend du gros plan. Si le gros plan est un vrai gros plan, bien entendu, on fait en sorte d'utiliser un minimum de fond et on n'a pas besoin de voir grand-chose. Sinon, oui, on a autant pour ce film-là que pour From Paris with Love, où on a eu un problème au début du film. Jonathan Rhys-Meyers, le deuxième comédien, n'a pas pu arriver en même temps que John Travolta, et nous, on avait Travolta pour 49 jours. Et pas un de plus, ou alors ça coûtait vraiment très cher. Donc, tout d'un coup, on s'est retrouvé on avait toutes les séquences qui étaient prêtes entre les deux comédiens, Travolta et Rhys-Meyers, et qui était le cœur du film. On avait commencé par les séquences de comédie, et on s'est retrouvé uniquement avec John Travolta. Donc, on avait un vrai problème, mais ce qui nous a sauvés, c'est que Travolta, pendant tout le film, ça, on avait l'intention de le faire en réel, mais on s'est retrouvé, et pendant tout le film, il y a une espèce de lien qui nous amène d'un décor à l'autre, jusqu'à la résolution de l'énigme, où c'est Travolta qui prend la voiture et qui va d'un décor à l'autre, en fait. Et on avait toute cette transition à faire, où il était au téléphone, où il était, où il conduisait, où il préparait une action. On en avait énormément. Donc, on s'est dit, on n'a pas le choix. Rhys-Meyers n'est pas là. On a pendant 4 jours Travolta. Il faut absolument travailler les 4 jours avec Travolta. D'autant plus que le reste du film, ils étaient pratiquement tout le temps ensemble, presque tout le temps ensemble. Ou alors, il y avait des décors beaucoup trop importants à construire et qui n'étaient pas construits, où on ne pouvait pas aller. Donc, on a pris Travolta. On a mis la voiture dans le studio. On a été faire des plures de nuit, de jour. Et on a travaillé sur fond vert avec John, et les plures ont été réinsérées par la suite. Mais ça, c'est une question de mesure.
Après, on bidouille. Tout le monde sait faire ça. Enfin, tous les opérateurs qui sont là savent le faire. Et même vous, si vous avez fait des plans de voiture de nuit en studio, vous faites tourner des lampes, vous faites un système de tourniquet pour les voitures qui croisent. Là, comme il croisait énormément de voitures, donc il fallait y aller sur des phares de différentes couleurs souvent, parce qu'il y avait encore des phares blancs et il y avait encore des phares jaunes. Il y avait encore des phares jaunes à cette époque-là. Donc, on mélangeait les deux. Et en fait, quand vous travaillez serré, ça le fait très aisément. Après, on a fait des plans un peu plus larges, mais on n'a pas utilisé de transparence. La transparence, c'est quand même un système un peu lourd. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait en pub, la transparence. Mais là, avec un type comme Pierre Morel, il est trop impatient, il peut pas. Je veux dire, toute la mise en installation, ça prend des plombes. Alors que travailler sur fond vert et faire habiller le fond vert par la suite, c'est beaucoup plus simple. Et puis vous pouvez choisir, vous avez le temps. Non, c'est évident que c'est extrêmement confortable de faire les plans intérieur voiture. Et encore une fois, fondamental, le son. C'est-à-dire que comment voulez-vous à l'intérieur d'une voiture qui roule à toute allure, avoir un son qui soit audible. Là, vous faites un son impeccable du premier coup. Vous n'avez même pas besoin de repasser en Audi. Yes. Pour peut-être aborder un autre aspect. Alexis, j'ai répondu en partie. Oui, super. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Top. Ouais, pour aborder un autre aspect du tournage automobile et de la vitesse, il y a le côté placement de produits qu'on peut peut-être voir un peu. Je ne sais pas à quel... On peut l'aborder rapidement. En l'occurrence, que ce soit en pub, le placement de produit, c'est le gars qui paye. Alors, vous êtes obligé de placer le produit correctement et il faut qu'il soit beau. En film, là, en l'occurrence, sur Tekken, c'était Audi. On ne s'est absolument jamais soucié de magnifier le produit ou pas. Déjà, objectivement, la voiture est belle. Bon, à partir du moment où la voiture est belle, elle est belle. Si vous savez la filmer, elle sera belle. Ensuite, c'est toujours à son avantage. Une voiture, à une époque où on n'a plus le droit de faire de la vitesse et on peut faire rouler une voiture à pleine vitesse, c'est un bon placement de produit pour montrer aux spectateurs que ces voitures vont très vite. Mais on n'a jamais pensé en termes de placement de produit. Jamais. Mais on ne peut pas, c'est pas possible. Alors, on peut vous dire si on va placer là une Mercedes dans le fond pour voir le nouveau modèle Mercedes, comme ça les gens le verront. Mais nous, on s'en fout. C'est-à-dire que oui, on place, ok, ça pourrait être une 4L, ça pourrait être une Renault 5. On place la voiture parce que c'est un objet qu'il faut placer dans le champ. Mais non, mais des placements de produits, il y en a beaucoup. Mais là, en l'occurrence, on était sponsorisé par Audi. On avait beaucoup d'Audi. Les gens se déplaçaient en Audi sur le film. Les comédiens, on allait chercher en Audi. Et les voitures qui jouaient, c'était des Audi. Mais ça nous convenait. Mais il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas d'exigence de la part du constructeur particulière dans les plans. Non, et même s'il y a des exigences, on ne peut pas y remédier. Et si, il peut dire les jantes ne sont pas ce que j'avais demandé, mais on ne refera pas la séquence parce que les jantes ne sont pas exactement les jantes du modèle qui va être sur le marché dans 3 mois. Non, là, c'est à eux de s'adapter. C'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas, à part prêter les voitures, ce qui est déjà pas mal, mais ils ne nous donnent pas spécialement d'argent pour ça. En général, le placement de produits de voiture, c'est des prêts. Hein, c'est prêts contre la marque, quoi. Je sais pas, il y a une époque, c'était peut-être des cigarettes sur des tables. Sur des films américains, on a quelqu'un qui est spécialiste en placement de produits. Vous avez un commercial qui est là et qui place des produits. Alors bon, lui, il est là, il regarde le plan, la vidéo, et puis il place son produit. Si c'est un produit qui est petit à placer dans le champ, oui, pourquoi pas. Mais ça nous concerne pas plus. Enfin, moi, ça m'a jamais concerné plus que ça. Mais c'est une question intéressante. En pub, oui, on passe notre temps à faire attention au produit, quel qu'il soit d'ailleurs, même si c'est du papier toilette. Ok. Je ne sais pas, il nous reste une petite dizaine de minutes selon l'horaire qu'on avait. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur Tekken. Moi, peut-être une question plus générale. Si le son est très important pour la sensation de vitesse, comment ça va se passer avec les voitures électriques?
On s'adaptera, Laurent, on s'adaptera. On s'est bien adapté avec le fait de ne plus montrer des gens qui fument dans un film. Oui, c'est vrai. On est obligé de s'adapter, on fait avec. Je pense que bientôt, il y aura des scripts qui vont sortir avec des gens qui marchent dans la rue avec des masques. Et c'est une évidence. Les gens s'adaptent. Oui, c'est une très bonne question, mais personnellement, je ne suis pas à ce point-là vieux, mais je ne pense pas que je verrai des courses de voitures électriques. Parce que vu le prix du pétrole actuellement, l'électrique va en prendre un sérieux coup dans l'aile, je pense. C'est mon point de vue. Mais c'est vrai que une course de voiture électrique, ça devient absurde là. Le bruit du vent n'aura jamais eu autant d'importance, je crois. Il y aura vraiment... Oui, le bruit du vent. BMW fabrique des motos électriques qui sont très puissantes. Et c'est pas parce que c'est électrique que ça va pas vite et que ça n'a pas les mêmes coordonnées techniques qu'une voiture, à moteur traditionnelle. On s'adaptera. Moi, j'en profite, j'ai une petite question qui me vient comme ça. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Badlands de Terrence Malick. Avec Sissy Spacek je ne retombe plus sur l'autre nom, où bref, ils partent, au fait, il y a un meurtre, l'homme commet un meurtre, et il décide de partir pour un peu tout quitter, partir dans la nature, au fait, s'émanciper. Est-ce que tu as des exemples de films qui t'ont marqué, toi, par rapport à la symbolique de l'émancipation, comme bon, il y a pas mal de films qui traitent de ça, mais vraiment l'idée de partir. Il y a Thelma et Louise. Bien sûr. Ouais. Il y a Thelma et Louise, qui est un film magnifique sur ce sujet-là, où elles partent toutes les deux parce qu'elles en ont marre de leur vie. Et c'est pas spécialement un film sur la voiture, mais c'est aussi un film sur la voiture, où la voiture est un acteur à part entière. Mais c'est aussi un road movie absolument magnifique. Je ne sais pas qui l'a vu. Tout le monde a vu Thelma et Louise? Non. Non, faut le voir. Voiture qui deviendra leur cercueil finalement, avec la grande envolée finale. Le dernier plan du film. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Pardon, je spoil, désolé. Ouais. Désolé. C'est toi qui fais peut-être. Oui, Jordan, tu veux poser une question? Non. Non, rien de spécial. Moi, j'ai bien aimé Michel Vaillant personnellement. Ça m'a marqué quand j'étais jeune. Et ça fait plaisir de t'entendre parler de ça. Voilà. Merci. Vous avez peut-être une question par rapport au genre de film, Est-ce qu'il y a un genre de publicité de par le type de format que c'est, par exemple la mode qui propose des fois plus des formats de mini-films ou autres qui t'intéressent toi particulièrement, ou est-ce que tu as toujours été amené par la pub? Je l'ai dit tout à l'heure, je préfère la fiction. Il n'y a pas. La publicité, c'est une école formidable pour un opérateur, mais aujourd'hui, je pense ne plus avoir la patience de faire de la publicité. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais à un moment donné, ça ne le fait plus. Je pense que quand on fait de la publicité, il faut être jeune pour faire de la publicité. Parce qu'il n'y a pas de. Quand on fait une publicité, à part la réflexion technique, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de but à part la vente du produit. Or, c'est très restrictif dans la vie de vendre un produit. Ça ne fait pas rêver. Ça fait rêver de faire des images et ça fait rêver de faire des belles images. Mais vendre un produit, objectivement, voilà, quoi. C'est très bien pour gagner de l'argent et pour apprendre plein de choses techniques et utiliser plein de matériel. Non, rien ne remplace un long métrage. Rien. Enfin, pour moi.
Peut-être que du coup, on va… Michel, moi je pense que c'est une très bonne, enfin, et t'en es un exemple, ça a été une très très bonne école aussi la publicité, sur justement de donner des espèces de clés sur la réflexion de l'image, sur l'impact que ça peut avoir, sur le choix d'une focale, à des moments quand c'est un contrepoint sur les scénarios trop écrits. Si on veut, très souvent, tu as un scénario qui ne te suggère pas d'image et c'est une suite de dialogues. C'est du théâtre filmé. Et qu'en fait, la publicité est un petit peu aussi une école où il faut faire passer beaucoup de choses en peu de temps. Il y a quand même, c'est quand même une bonne école, il faut savoir s'en sortir. C'est en cela où je disais que c'était une école incroyable parce que tu dois raconter une histoire en 30 secondes. C'est vraiment une contrition absolument incroyable de ton scénario, quoi. Effectivement, tu as raison. Tu as raison. C'est d'ailleurs ce qu'il y a je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile de raconter une histoire en 30 secondes. Il y a plein de gens qui baissent pas les bras, mais il n'y a pas de fond suffisamment fort pour faire autre chose. Ils font des images. Ce qui me frappe dans la publicité, c'est que 80%, 90%, c'est des belles images. Mais bon, c'est très chiant, des belles images. Et des fois, il y a une idée. Il suffit d'une seule idée pour une pub de 30 secondes. Et des fois, il y a des idées. Et là, tout d'un coup, tu te marres ou ça t'amène à réfléchir. Ouais, bon, j'ai pas la patience de regarder des écrans publicitaires aujourd'hui. J'ai plus la patience. On est trop abreuvé d'images. Et il y a trop à voir et trop à faire pour perdre du temps avec ça, en dehors du fait de se former. Alors, de temps en temps, je suis attiré par des publicités, je les regarde et je les revois, et je me dis, tiens, c'est bien fait ça. Mais après, dire qu'un opérateur est balèze parce qu'il a fait cette publicité, aujourd'hui, avec les techniques d'étalonnage qu'on a, franchement, le numérique et l'étalonnage, des fois, on se demande où il est le travail de l'opérateur. Et puis, il est de moins en moins, on est de moins en moins sollicité. On fait le tournage et puis voilà. En général, on n'a pas le temps de revenir pour faire un étalonnage d'une journée ou 2 journées si on est à l'étranger ou si on est sur un long métrage ou si on est très occupé, on ne vient pas. Bon, bah, voilà, c'est le réalisateur et l'étalonneur qui font ça et puis advienne que pourra. Alors bon, des fois, vous ne reconnaissez même pas vos images, quoi. Il y a des pubs que j'ai faites, elles passaient, je ne me rappelais même plus que c'était moi qui les avais faites en les regardant. Non, je mets les jeunes opérateurs en garde. Hein. Tout le monde a besoin de bouffer, tout le monde a besoin de travailler et la pub paye très bien. Et je mets les gens en garde. Attention, c'est un piège. C'est un piège de se retrouver à ne faire que ça et de vous retrouver un jour devant un dilemme entre un petit film pas terrible, mal payé, et 2 ou 3 super grosses pubs qui feront formidablement bien dans votre bande et qui vous feront faire encore travailler pendant 1 ou 2 ans. C'est un vrai piège, c'est-à-dire que là, vous ne vous en sortez pas et vos choix sont toujours dictés par l'argent, toujours, arrivé à un certain moment, quoi. Et on dit toujours, oui, bah, j'ai la famille, oui, j'ai les crédits, oui, j'ai ci, j'ai ça. Il y a toujours une bonne raison de ne pas aller vers ce qu'on aime. Et ce qui remplit un opérateur, c'est raconter des histoires, pas vendre des petits pois. C'est pas mal comme conclusion, non? Pardon, je peux juste rebondir sur cette phrase et sur le fait de… Je n'arriverai pas à faire une conclusion aussi bien, hein, je te préviens. Pardon. En fait, c'est juste, il y a une phrase de Henry Ford sur laquelle je suis retombé. Ouais. Qui dit, en parlant de ses voitures, chaque objet a une histoire pour celui qui sait la lire. Voilà. Ouais, oui, c'est superbe. Ouais, oui. Moi, j'avais trouvé une phrase, si je la retrouve, voilà, j'avais préparé un truc vachement technique et en fait, on n'a pas énormément parlé de technique. Il faudra refaire, je trouve, une conférence, mais avec plusieurs opérateurs, parce que le sujet est très vaste, où on ne parlera que de technique d'obturation, technique de vitesse, la cinétique, les effets spéciaux. Mais là, on a presque juste le temps de survoler, en plus avec 3 séquences un peu lourdes à commenter. Ouais, c'était sur L'homme pressé de Morand. J'avais trouvé une phrase vachement bien. Ah, il faut que je la retrouve. Attendez. Machinerie. Qu'est-ce qu'il disait? C'est dans les films de voiture. Ouais, je pense aussi que c'est comme la pub, quoi. Les films de voiture sont souvent ennuyeux. Faire de la voiture que pour voir, c'est comme que pour voir de la voiture, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt.
J'ai pas de voiture, moi. Hein. J'adore pas ça, en fait. Ce qui est quand même un comble. J'adore la Formule 1. J'ai une passion pour la Formule 1 et pour tout ce qui est aviation. Et la voiture, je ne suis pas un fan de l'objet, bizarrement. Ce qui est quand même un comble de vous dire ça à la fin de la conférence. Bon, ben, je retrouverai et je la mettrai sur le net. Voilà. Pour conclure, on a une petite question qui est posée à chaque fois, à chaque invité. Pardon? Si c'était à refaire, c'est non. l'émission. Non, c'est plus si jamais vous, de votre expérience de carrière, et là peut-être plus particulièrement à la vitesse et à l'automobile, vous aviez une anecdote à nous raconter. Non. J'ai réfléchi tu me l'avais posé, Thomas. Ouais. J'ai réfléchi, non. L'anecdote, c'est quand j'ai reçu la bagnole dans la gueule. Oui, ça, c'est une anecdote qui m'a marqué. Non, je trouve que ce qui est beau dans notre métier, c'est que des fois, on est à la caméra et on a l'impression de vivre un moment magique. Ce qui m'a marqué, alors oui, ce qui m'a marqué, c'est l'entrée des chars dans Lisbonne, acclamée par la foule, en avril 1974, qu'on a reconstitué sur la grande place de Lisbonne avec Marianne Medeiros. Ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. J'avais l'impression d'y être, quoi. J'avais l'impression. On était au Portugal en 1999, c'est-à-dire que le Portugal avait toujours économiquement un peu de retard par rapport à l'Europe. Et, on n'a pas eu de mal à retrouver les vêtements de 25 ans d'avant, de la Révolution de 1974. La foule était enthousiaste parce que Maria de Medeiros était adorée au Portugal et les gens adorent cette révolution. Ils sont très attachés à la révolution des œillets. Et il y avait un tel enthousiasme dans la foule quand les chars sont rentrés sur la Grande Place que c'était un moment d'émotion unique. Voilà, ça, c'est un très grand moment. Mais il y en a beaucoup des moments comme ça. Parce que ça a été le master, le plan général. Parce qu'après, on découpe, bien évidemment. Mais dans chaque film, il y a des moments d'émotion qui font que c'est un métier à nul autre pareil. Je veux dire, c'est le plus extraordinaire des métiers. Même à mon âge, je n'arrive pas à décrocher, alors qu'il faudrait que je laisse la place aux jeunes. C'est encore une conclusion, alors sautez dessus. Non, bah, écoutez, comme conclusion, je pense que c'est génial. Enfin, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir tout préparé avec nous et pour votre temps, quoi. Merci à Dominique et à Sacha qui sont intervenus aussi pour ça fait chaud au cœur partager leur expérience. Des copains qui sont des vrais copains. Mais je trouve d'ailleurs, Sacha et Dominique, qu'il faudra en parler au CA de l'AFC, à savoir faire des conférences, mais à plusieurs. C'est-à-dire que en tout cas, sur ce qui est technique, c'est beaucoup plus aidant et on rebondit plus facilement. Je pense que c'est une formule à retenir. Encore une conclusion. Encore. Et sur ce, merci à tous. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Michel. Merci. Au revoir. Merci, c'était super. Au revoir tout le monde. Merci à tout le monde qui a organisé ça.